Bonsoir à tous, veuillez m'excuser, mon microphone est de moins bonne qualité qu'à l'accoutumée, je suis en effet en voyage pour 3 semaines et je ne puis emporter mon matériel. J'espère néanmoins que vous m'entendez tous correctement. Je rappelle la consigne, l'émission est divisée en deux parties. La première durant environ 1 heure, où je pose des questions à mes trois invités, et la seconde partie, où c'est directement vous les auditeurs qui pourront poser les vôtres. Afin de garantir, excusez-moi, au mieux l'harmonie sonore de l'émission, il suffit d'appuyer sur le bouton bleu au milieu de l'écran pour s'exprimer et réappuyer de nouveau dessus pour se taire, pour éviter tous les bruits parasites. Bien sûr, nous sommes sur Telegram, un réseau qui est très permissif, cependant, nous sommes toujours soumis au droit français. Vous pouvez retrouver l'émission en rediffusion sur le canal du Parti de la France ainsi que sur maintenant la chaîne YouTube Parti de la France. Nous retrouvons ce soir pour parler d'immigration, mais surtout de remigration, sujet d'ailleurs dont tout le monde parle depuis la proposition d'Éric Zemmour pour en faire un ministère, et les événements actuels qui se déroulent au Royaume-Uni, dont nous aurons l'occasion évidemment d'en parler. Et pour ce faire, j'ai avec moi trois invités, le premier étant Thomas Joly, président du Parti de la France. Bonsoir Thomas. Bonsoir et ravi d'aborder ce sujet ô combien essentiel dans l'engagement politique de, je pense, tout patriote, tout nationaliste. Voilà, c'est un point essentiel que nous devions d'aborder et cette émission arrive à point nommé. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Merci d'être avec nous ce soir Thomas. Nous avons également Cristal Floréalis, militante de la Cocarde et étudiante en maîtrise 2 de droit. Bonsoir Cristal. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir aussi. Et Scipion de Salm, historien et collaborateur du journal hebdomadaire Rivarol. Bonsoir Scipion. Bonsoir à tous. Bonsoir. Commençons d'abord les questions directement. Pour bien qu'on comprenne de quoi on parle, Thomas Joly, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'on entend par remigration ? Alors, remigration, c'est un mot qui a été employé, c'est un mot qui était employé, mais voilà, la remigration n'est pas une trouvaille. Ça fait 30 ans que plus de 30 ans même, je dirais, depuis la création du Front National par Jean-Marie Le Pen, qu'on parle de renvoyer les étrangers indésirables chez eux. Donc voilà, c'est pas un concept totalement nouveau, ça n'a pas été créé par Renaud Camus, c'est à l'origine du Front National et avec en fait les premiers problèmes que posait l'immigration, que ce soit d'un point de vue social, économique et sécuritaire, dès les années 70, eh bien, il y a eu une prise de conscience de la part des patriotes les plus lucides, on va dire les plus les plus visionnaires sur ce problème il y a une volonté en fait de ne pas accueillir chez nous des gens dont nous ne voulons pas et qui sont très éloignés de notre culture et également de notre ethnie, puisque en général ça se retrouve, plus l'étranger qui vient en France vient de loin, à une culture différente et à une race différente, disons-le. Au Parti de la France, nous n'hésitons pas à employer des mots aujourd'hui tabous. Eh bien, c'est beaucoup plus dur pour ces étrangers de s'assimiler au peuple français. Il n'y a que par l'assimilation, alors on y reviendra, je ne suis pas un assimilationniste forcené, pardon. L'assimilation est tout à fait possible et même souhaitable avec des populations européennes, et ça se fait tout seul et ça se fait très rapidement. Et on le voit qu'avec les populations extra-européennes, parfois au bout de 3 voire 4 générations, ils se baladent toujours en gel là-bas et vivent comme au bled. Donc ça veut bien dire qu'ils ne veulent pas s'assimiler et que l'assimilation n'est pas possible et surtout pas souhaitable pour les millions d'étrangers extra-européens qui se trouvent sur notre sol. Donc là, nous sommes arrivés dans une phase de submersion migratoire et s'il n'est même plus possible d'être dans une phase d'arrêt de l'immigration, de limitation de l'immigration qui est devenue absolument invivable, l'immigration extra-européenne, j'entends, il y a une nécessité de ne pas se limiter à l'arrêt de l'immigration ou sa limitation, comme le propose Marine Le Pen, qui aujourd'hui ne parle plus vraiment de remigration, mais d'entreprendre une remigration. Alors ça, on pourra peut-être développer plus tard, mais pour moi, je pense qu'il peut y avoir une remigration massive, volontaire. Encore faut-il en organiser
créer les conditions pour qu'elle se fasse, et aussi une remigration forcée s'il le faut. Mais je pense qu'on peut mettre en place tout un système qui rende la France beaucoup moins attractive pour une immigration de parasitage social, puisque voilà, les immigrés qui ont reconstruit la France, c'était déjà une légende dans les années 70 ou les années 80, et maintenant l'immigration de travail est aussi une légende. Les immigrés viennent pour profiter de l'assistanat social en France, mais surtout pas pour travailler, ou travailler juste un petit peu pour avoir enfin le droit à certaines prestations sociales. Donc voilà, la remigration, je pense que ça doit être l'élément central, comme ça l'a été lors de la campagne d'Éric Zemmour. Et pour ça, d'avoir mis ce sujet sur la table dans le débat public lors de ces élections présidentielles était une bénédiction, puisqu'on ne pouvait évidemment pas compter sur Marine Le Pen, qui n'a que sa dédiabolisation obsessionnelle en tête, et qui voulait surtout sur ce sujet-là, si Éric Zemmour n'avait pas été candidat, le sujet de la remigration, et même avec des termes voilà, très crus, très radicaux. On l'a vu également dans les émissions, jamais Éric Zemmour ne s'est démonté, même quand on lui mettait une beurette ou une africaine en face de lui, en disant voilà, et moi, alors qu'est-ce que vous feriez de moi? Est-ce que si je venais maintenant, vous me refuseriez? Et Zemmour disait oui, non, mais nous, je veux plus d'immigration africaine en France. Donc voilà, c'était tout de même voilà, une bouffée d'air frais dans le débat public et politique français lors de cette élection présidentielle. Mais Éric Zemmour n'a pas inventé le concept de remigration, de retour au pays de populations étrangères, qui pose problème en France pour différentes raisons qu'on pourra peut-être développer un petit peu plus tard. Mais voilà, le concept de remigration, en fait, pour que la France non pas reste la France, mais redevienne la France, puisque là actuellement dans beaucoup de zones du territoire, la France n'est plus la France. Donc il faut que la France redevienne la France, et pour qu'elle redevienne la France, c'est sûrement pas en imaginant que ces millions d'étrangers vont s'assimiler à la République, puisqu'on parle même pas de s'assimiler à la France, à la République. Donc voilà, ça c'est une chimère, ça n'arrivera jamais parce que le nombre est trop important, et que de toute façon, à aucun moment dans leur parcours migratoire, il n'a été question qu'ils s'assimilent à la population française. Pour beaucoup d'entre eux, ils sont venus en conquérant, ils sont venus imposer leur propre culture, ils sont venus en masse, ils ne sont absolument pas venus par amour de la culture française, ils sont venus par amour de la CAF, par amour de l'oisiveté et de l'assistanat social. Pour la plupart, c'est ça. Et d'ailleurs, on le voit, les jeunes immigrés extra-européens haïssent la France et les Français. Ils ont une hostilité féroce vis-à-vis du pays d'accueil et tout ce qui représente la France française. Donc voilà, on est dans un point de non-retour avec ces immigrés, enfin de non-retour, on s'entend concernant leur présence ici, et il faut absolument organiser un départ massif de ces populations, sinon de toute manière on arrivera à des problèmes de plus en plus graves. Actuellement, la sécurité en France des Français n'est plus assurée, et nous allons arriver à des temps de plus en plus difficiles, comme le prévoit Jean-Marie Le Pen, comme on parle régulièrement Jean-Marie Le Pen, parce que on est en phase de submersion migratoire de la France, et c'est insupportable pour la population autochtone qui est réduite en des citoyens de seconde zone, puisque à partir du moment où vous avez le malheur de prôner justement la remigration, de dire qu'il y en a marre et que le vivre ensemble c'est une invention, une lubie de sales gauchistes, et bien là vous êtes mis au banc de la société, puisqu'il faut trouver formidable que la France, comme en soi-disant, ça a toujours été une terre d'immigration où toute l'Afrique peut venir se déverser. C'est absolument n'importe quoi. Il faut sans arrêt éveiller nos compatriotes en leur disant que ça ne pourra aller que de mal en pis si il n'y a pas une politique migratoire restrictive et une remigration qui est engagée par les pouvoirs publics. On s'aventure, si ça ce n'est pas entrepris, on s'aventure évidemment vers de graves problèmes et des temps très sombres. Donc voilà, la remigration, on peut l'expliquer très simplement en disant que c'est le retour au pays, qu'il soit volontaire ou non, pour des populations étrangères, en majorité afro-musulmanes, extra-européennes, qui n'ont rien à faire sur notre sol, qui n'ont rien à faire en France, mais aussi qui n'ont rien à faire en Europe. Voilà, les étrangers
les Orientaux, les Africains n'ont rien à faire en Europe. Ils peuvent venir faire du tourisme, hein, pour ceux qui ont un peu d'argent à dépenser, pourquoi pas, mais ils n'ont rien à faire en Europe. Comme les Européens aujourd'hui n'ont pas forcément, à moins bon, voilà, que ce soit un échange bilatéral, mais voilà, c'est à partir du moment où il existe des pays euh, du tiers-monde africain qui sont indépendants, et bien voilà, qu'ils gardent leur population, mais qu'ils ne viennent pas coloniser l'ancien colonisateur à titre de revanche. Et puisque voilà, nous sommes d'affreux colonisateurs racistes, eh bien, ils devraient vouloir se tenir très éloignés de l'ancien pays colonisateur, mais apparemment c'est pas vraiment le cas quand on voit le nombre d'Algériens qui déferlent tous les ans en France. On a l'impression que finalement ils regrettent presque la présence des Français, même si quand ils arrivent, ils cherchent à les chasser au plus vite quand ils arrivent dans des zones qui n'ont pas encore conquises en France. Voilà, c'est ce que je pouvais dire sur la remigration. C'est un vaste sujet, mais je pense que ça doit être l'élément essentiel. Ça l'est en tout cas au Parti de la France. Éric Zemmour a bien rappelé que pour lui aussi c'était un élément essentiel et qu'il continuerait sur cette ligne de remigration, de subversion migratoire et d'invasion migratoire, puisque de toute manière, si ce problème n'est pas pris en compte, eh bien nous disparaîtrons, nous ne serons plus qu'une minorité parmi la population qui occupera la France. Mais ce ne sera plus la population française, ce ne sera plus la France, ce sera une sorte de Liban avec des factions plus ou moins hostiles les unes avec les autres. Merci beaucoup, Thomas Joly, pour cette réponse très complète sur ce qu'est la migration. Comme ça, nous comprenons tous de quoi nous parlons. Et effectivement, sur l'immigration de travail, je rappelle, c'était Éric Zemmour qui l'avait précisé. Sur tous les migrants qui viennent en France, seulement 14% d'entre eux trouvent un contrat de travail l'année qui suit. Donc non, ce n'est pas une immigration de travail. Donc la remigration nécessaire pour préserver notre identité. Et s'il se pose la question de la remigration, c'est que l'immigration pose problème. J'aimerais poser la question tout simplement à Cristal. Cristal, est-ce qu'en tant que femme, pensez-vous qu'il y a un lien entre immigration et violence sexuelle? Alors tout d'abord, bonsoir et merci à tous de m'avoir permis de m'exprimer sur ce sujet très important au sein de cette émission. Alors, je pourrais dire tout simplement qu'en tant que femme, il est vraiment nécessaire de parler de ce sujet parce que le lien entre immigration et violence sexuelle est un lien vraiment frappant, est un lien vraiment indiscutable. Car nous le savons tous, à l'instar de nos voisins allemands, qui connaissent de graves problèmes de sécurité liés à l'immigration. On peut d'ailleurs à cet égard citer la célèbre maîtrise de Nuit de Cologne du Nouvel An 2016, où selon un article du Figaro du 12 juillet 2016, 1200 femmes ont été agressées sexuellement. Et donc, sans surprise, les responsables étaient majoritairement issus de l'immigration. Le Figaro, d'ailleurs, dans son article, met en lumière la répartition ethnique des agresseurs, et ce n'est pas une surprise. La moitié des suspects étaient sur le territoire depuis moins d'un an en Allemagne, et la plupart étaient d'origine algérienne, marocaine et syrienne. Donc là, on a clairement un lien qui est vraiment vif. Excusez-moi, Cristal. Alors, pour être tout à fait honnête, on entend très très peu. Est-ce que c'est possible de changer la configuration du micro, de changer de place ou je ne sais quoi? Parce qu'en fait, c'est très intéressant, surtout le sujet abordé, mais on a du mal à comprendre malheureusement. Est-ce que vous pouvez faire des petits tests? On vous entendait bien il y a quelques minutes. À mon avis, je pense que ça doit être lié à la connexion. Est-ce que là, c'est mieux? Faites une phrase. En attendant que vous fassiez vos tests, je rappelle aux auditeurs que vous pouvez toujours cliquer sur la petite tête de Cristal quand elle parle et augmenter son son. Je vous conseille de le mettre à 200%. Cristal, pouvez-vous parler? Oui, tout à fait. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Est-ce qu'ici, c'est mieux? Je pense que c'est mieux, je pense. Je vous laisse poursuivre. Excusez-moi de vous avoir interrompu, mais c'est vrai que nous comprenons guère. C'est pas grave. Ah, mais ça reprend. Sur cette nuit de Cologne, la plupart des témoins donc, qui ont été interpellés, qui ont commis ces agressions sexuelles envers des femmes, ils étaient d'origine algérienne, marocaine ou syrienne. Donc là, on a clairement l'image d'un lien qui est ostensible entre politique migratoire laxiste et agression sexuelle. Donc là, je fais clairement référence à cette politique instigée par Angela Merkel pour introduire en Allemagne un nombre d'étrangers inconsidéré. Donc même le chef donc, de la police
police fédérale allemande criminelle, Holger Münch, a déclaré dans un quotidien allemand, je cite, il y a un lien entre ce phénomène d'agression et la forte migration, en particulier en 2015, à la suite de la politique migratoire d'Angela Merkel. Donc, on voit déjà que, comme nous le savons, l'Europe, qui est une Europe fédérale impulsée par l'Allemagne, avec son chef de file, bien sûr, est touchée. L'Allemagne est touchée, mais ce n'est pas circonscrit à l'Allemagne. On rappelle dans l'actualité récente que le Nouvel An à Milan, le dernier Nouvel An qui s'est passé, je pense que ça n'est pas tombé inaperçu à la vue de nos auditeurs, que la même technique de violence sexuelle en groupe a été utilisée par des étrangers à Milan contre des femmes. Donc un quotidien italien qui s'appelle Il Giornale a décrit que, je cite, la nuit de la Saint-Sylvestre aurait dû être à Milan comme ailleurs une fête. Tel n'a pas été le cas pour plusieurs jeunes femmes qui ont été agressées sexuellement par plusieurs dizaines de jeunes hommes d'origine nord-africaine. Donc, cette épidémie on peut le dire, de violence sexuelle envers les femmes touche l'Europe, et le générateur de cela, c'est une immigration massive. En France, on ne fait pas non plus exception à la règle en matière de lien entre immigration et violence sexuelle. Le ministère de l'Intérieur, dans un rapport de 2019 sur les vols et violences dans les réseaux de transport en commun, a mis en lumière que rien que dans la région Île-de-France, je cite le rapport, 93% des vols et 63% des agressions sexuelles dans les transports sont le fait d'étrangers dont la majorité, 87% des mises en cause, sont des hommes, donc identifiés comme mineurs de nationalité étrangère. Donc là, on voit clairement en demi-teinte cette histoire de mineurs isolés, qui est une fumisterie totale, pour permettre encore plus d'immigration incontrôlée, qui renforce ce phénomène de violence sexuelle envers les femmes. Donc, on voit à la lumière de ces observations sur plusieurs pays européens, qui sont des pays fondateurs de l'UE, qu'il y a un lien vraiment indiscutable entre immigration et violence sexuelle. Alors, je souhaiterais également souligner pour nos auditrices, si elles sont ici, qu'il y a un paradoxe vraiment très important entre féminisme et défense des migrants et de l'immigration. Donc, l'idéologie décadente globale a clairement intériorisé ce paradoxe, alors que l'immigration et la protection des femmes contre les violences sexuelles, ce sont deux concepts antinomiques et incompatibles. Parce que, comme on l'a vu précédemment, les agressions sexuelles, elles sont impulsées par ce phénomène d'immigration massive. Et là, on ne parle que des violences sexuelles de la rue, et non pas des femmes battues, parce que là aussi, les statistiques sont totalement édifiantes. Cependant, on peut seulement relever, bien tristement, que le progressisme et la bien-pensée de la doxa dominante, elle continue à s'illustrer par une déconnexion du réel dans les campagnes de lutte contre le harcèlement sexuel. Donc j'enverrai des images à la suite sur le forum pour montrer les propos, les illustrer concrètement. Ces campagnes de lutte contre le harcèlement sexuel, elles montrent principalement des blancs comme agresseurs sexuels, alors que le profil surreprésenté dans ce type d'infraction, c'est des personnes qui sont d'origine arabo-musulmane, comme on a pu le constater au regard des précédents statistiques. Donc, le paradoxe est tel que les féministes qui veulent défendre soi-disant les femmes contre les violences, elles fustigent de faux agresseurs qui sont fantasmés en la personne donc, du candidat à battre, de l'homme blanc hétérosexuel. Elles occultent l'identité véritable des agresseurs qui sévissent dans le réel en continuant d'encourager une immigration incontrôlée, parce que les lobbies de gauche sont souvent les mêmes qui sont les lobbies féministes. C'est un même groupe de la gauche woke. Et bien souvent, je tiens aussi à faire remarquer à nos auditrices qui doivent être sans doute du même avis que moi, que bien souvent les femmes, aussi navrantes que toi, excusez-moi, Cristal, je sais pas si vous m'entendez. Le microphone a quelques complications. Pour être tout à fait honnête, on comprend pas grand-chose. Je sais pas si vous avez moyen de régler cela. En attendant, je vais poser une question à Scipion et je reviens vers vous juste après, continuant concernant cette question justement d'harcèlement. Je vous laisserai reprendre évidemment. Je vous laisse quelques minutes pour je sais pas, trouver une solution, prendre des écouteurs ou parler proche, mais on comprend pas grand-chose.
Ce qui est dommage, parce que ce que vous dites est très intéressant en plus, et très sourcé, et documenté, et avec des exemples précis. Je reviens à vous juste après, d'accord? Scipion de Salm, je me posais la question, si je me demande quelle serait votre réponse si un militant de la NUPS ou un militant macroniste, pardon, vous dit que la France est historiquement une terre d'immigration. Quelle est votre réaction? Donc c'est totalement délirant, hein. Alors du moins jusqu'à une période très récente, hein, jusqu'aux années 1970, le fond de la population elle-même depuis le néolithique, c'est-à-dire depuis qu'on a inventé l'agriculture, hein, ce qui permet une certaine densité de population. Donc le néolithique en Gaule, c'est moins 5000, hein, donc ça fait presque 7000 ans de continuité directe de population, hein, donc peut-être 12 000, mais en tout cas on est sur 5000 ou 6000 ans, et ça a été extrêmement perturbé depuis les 40 dernières années. Donc c'est rien à l'échelle des temps très longs, 40 ans, mais ça suffit largement pour détruire un pays. Et on va peut-être indiquer les masses de population, hein, desquelles on parle. En gros, il y a 68 millions d'habitants en France, il y a 50 millions d'autochtones et assimilés, donc français d'origine espagnole et italienne inclus, et il y a 18 millions d'allochtones, hein, en chiffre rond, dont 11 millions de maghrébins et 7 millions de personnes d'Afrique noire. Donc l'enjeu de la remigration, c'est le retour dans les meilleures conditions de 18 millions de personnes. Et je pense que la France avait son harmonie, hein, c'était pas forcément parfait évidemment, comme toute société humaine, mais elle avait une certaine prospérité, une certaine harmonie jusqu'aux années 70, et ça s'est effondré depuis les années 80. Donc il y a deux choses, hein. Il y a une fuite vers l'Europe fédérale qui n'a pas marché du tout. Donc, il faut constater que c'est une expérience qui a été un échec. Et une deuxième chose, il y a la submersion migratoire et une submersion migratoire très peu productive sur le plan du travail, hein. Donc, l'immigration, ça nous coûte 120 à 130 milliards d'euros net par an. Donc c'est des sommes absolument énormes. Ça nous ferait un budget en excédent, ce qu'on ne connaît plus d'ailleurs depuis les années 70. Comme par hasard, il y a vraiment toute une série de corrélations assez évidentes qu'on ne fait jamais, quoi, qui sont vraiment atterries dans le débat public. Jean-Marie Le Pen les faisait à peu près, et c'est depuis qu'il est d'autant plus net qu'il a raison, depuis les années 2000-2010, c'est toujours plus évident qu'on est submergé, que ça coule la France, que ça coule l'économie française, et tout ça a été abandonné au nom de la dédiabolisation du Front National, puis du Rassemblement National, tout ça pour même pas arriver au pouvoir, hein. Le pouvoir pour le pouvoir, ça sert à rien, et en plus, c'est pour même pas y arriver. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour que la France continue à être la France, hein, ce qu'a dit Thomas Joly, il faut tout simplement qu'elle retrouve une population exclusivement française. Alors, ça n'exclut pas quelques très rares talents venus d'ailleurs, mais j'insiste sur très rares, hein. C'est des individualités, c'est pas des flux humains de millions et de millions de personnes. Merci. Hop, excusez-moi, vous m'entendez toujours? Oui. Ah très bien, parce que j'ai vu que vous aviez encore le micro ouvert, donc je ne sais pas si vous aviez terminé. Au cas où vous auriez voulu me relancer, hein, c'est pour ça, mais je coupe alors. Ah très bien, désolé. Moi c'était pour faire tourner, mais évidemment j'aurais d'autres questions pour vous, évidemment, Scipion de Salm. On peut peut-être revenir vite fait vers Christelle, voir s'il a réglé son problème de son. Christelle, pouvez-vous faire une phrase, voir si c'est beaucoup mieux? Bonsoir, est-ce que ça fonctionne mieux par ici? Ah bah moi je m'entends, je sais pas vous, mes autres invités, mais moi je l'entends beaucoup mieux personnellement. J'ai dû changer de pièce, peut-être que c'est lié au fait que la pièce est moins bien achalandée en termes de connexion, peut-être. Ah très bien, bah là on vous entend parfaitement. Je vous laisse reprendre là où vous en étiez. Ah, Excusez-moi de vous avoir formidable. interrompu, et Alors, vous avez interrompu de manière un peu brusque, mais c'était nécessaire pour le bien de l'émission. Je vous écoute. je suis désolée, il y a un orage terrible ici, c'est infernal. Alors, où vous étiez arrêté, que je puisse reprendre? Donc vous parliez, vous donniez des exemples sur les violences sexuelles en groupe à Milan, et voilà, enfin, j'ai entendu jusque-là, après c'était assez inaudible. Bon, alors, on va reprendre à la Saint-Sylvestre de Milan.
Je disais que l'effet d'agression sexuelle groupée, ce n'est pas un élément qui est circonscrit uniquement à l'Allemagne, comme j'ai pu le démontrer avec les Nuits de Cologne. Le dernier Nouvel An de Milan était avec ce même sombre procédé donc de violences sexuelles faites aux femmes, avec le même type de profil d'agresseur. Un quotidien italien, donc je vous ai traduit une petite citation, vu que je le parle, qui s'appelle Il Giornale, a dit que la nuit de la Saint-Sylvestre aurait dû être, comme à Milan comme ailleurs, une fête, mais ce n'a pas été le cas pour de nombreuses jeunes femmes qui ont été agressées sexuellement par plusieurs dizaines de jeunes hommes originaires d'Afrique du Nord. Donc vous vous doutez bien qu'à l'égard de ces deux exemples, l'exemple italien et l'exemple allemand, la France ne fait malheureusement pas exception à la règle en matière de politique migratoire importante et de lien donc avec les violences sexuelles. Le ministère de l'Intérieur, donc dans un rapport de 2019, si ça intéresse, je peux vous donner le lien, sur les vols et violences dans les réseaux de transport en commun, déclare de façon édifiante que rien que dans le territoire d'Île-de-France, 93% des vols et 63% des agressions sexuelles dans les transports sont le fait d'étrangers, dont la majorité, 87% des impliqués, sont des hommes qui sont majoritairement sous l'appellation fumeuse, on peut le dire concrètement, de mineurs étrangers. Donc, en considération de ces observations, il ne vous échappera donc pas qu'il y a un lien net entre politique migratoire laxiste et violence à l'égard des femmes, c'est indéniable. Et pour toutes nos auditrices qui sont présentes ce soir, je tiens à faire un petit rappel qui doit sans doute être important pour elles, et elles doivent sans doute partager le même avis que moi concernant l'observation que je vais présenter. Il y a un paradoxe très important entre féminisme et défense des migrants et de l'immigration. Dans l'idéologie décadente globale, ces deux concepts sont associés, donc féminisme et défense de l'immigration, parce que ce sont des thèmes qui sont repris par l'ensemble que l'on peut appeler la gauche woke, la gauche progressiste, alors que ce sont deux concepts qui sont antinomiques et incompatibles, comme nous l'avons vu précédemment. Donc dans le thème des agressions sexuelles, parce que je me suis concentrée uniquement sur les agressions sexuelles, sans parler des femmes battues, où là également le taux est édifiant, surtout dans ce que l'on appelle les mariages blancs. Donc des personnes qui se marient pour les papiers et qui frappent la femme qui leur donne justement ces papiers. Cependant, le progressisme et la bien-pensée de la doxa dominante, elle continue de s'illustrer par la déconnexion du réel à travers des campagnes de lutte contre le harcèlement sexuel qui montrent principalement comme accusés de tels délits des blancs ou comme agresseurs sexuels, alors que nous l'avons vu à l'égard des précédentes observations que j'ai formulées, que le profil surreprésenté dans ce type d'infraction sont des personnes d'origine arabo-musulmane. Et le paradoxe est donc clair. Le féministe qui se dit vouloir défendre les femmes contre les violences, elle fustige ces féministes de faux agresseurs qui sont fantasmés en la personne, pourrait-on dire, du candidat à battre, l'homme blanc hétérosexuel. Et ces femmes, elles occultent l'identité véritable des agresseurs qui sévissent dans le réel et continuent donc d'encourager l'immigration incontrôlée. Et aussi navrant que ce soit, la majorité des femmes continuent à croire que le féminisme, c'est le seul instrument qui est à leur portée pour lutter contre les violences qui leur sont infligées. Alors qu'en faisant ça, comme nous l'avons vu par le paradoxe énoncé précédemment, elles soutiennent justement une idéologie qui rend possible ces violences en ne les dénonçant pas véritablement, en ne dénonçant pas les véritables coupables, et j'irais même plus loin, en protégeant ces véritables coupables. Donc, en somme, si je devais résumer mon propos en quelques mots bien pesés, le lien, comme me l'a demandé Alexandre, le lien entre immigration et violence sexuelle est un lien vraiment très apparent, flagrant, j'irais jusqu'à dire, et édifiant. Et il y a une omerta sur ce sujet, sur ce lien ténu, ce lien important. Il y a une omerta sur le sujet par l'idéologie de la bien-pensée et de la doxa dominante qui continue de protéger les réels agresseurs et qui condamne ceux qui ne le sont pas réellement. En l'espèce, peut-on dire de façon honnête et transparente, les hommes blancs hétérosexuels de souche. Merci beaucoup pour l'intervention. Désolé qu'elle ait dû être coupée en deux pour des questions de son, mais maintenant le problème est très largement réglé. On vous entend très 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 bien. Thomas Joly, j'aimerais revenir vers vous, déjà pour savoir, premièrement, que propose le Parti de la France vis-à-vis de l'immigration, et souhaiter évidemment, la deuxième chose, sur la remigration.
Alors, que propose le Parti de la France en matière de voilà de pour stopper l'immigration, pour arrêter cette submersion migratoire? Voilà, comme je viens de le dire, arrêter l'immigration, arrêter totalement l'immigration, que ce soit dans ses composantes légales, mais aussi dans ses composantes illégales. Alors, illégales, ça paraît aberrant de devoir dire voilà, en France, ça fait des années, plus d'une décennie, que les migrants entrent sans jamais être expulsés, même quand ils font l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Voilà, c'est très peu appliqué, encore moins de manière coercitive, c'est-à-dire qu'en fait, la personne, on lui dit de quitter le territoire, elle ne le fait pas, et il y a quasiment rien derrière. Il y a un nombre d'expulsions absolument dérisoire tous les ans par rapport à l'entrée en masse de clandestins. Et donc déjà, premièrement, tous les clandestins doivent être expulsés, voilà, de manière forcée, par l'intermédiaire de la force publique, on vire tous les clandestins, tous, c'est-à-dire toute personne qui est entrée sur le territoire français de manière illégale, on les vire, les femmes et les enfants d'abord. Il y a pas d'histoire de oui, mais à partir du moment où quelqu'un est entré chez vous sans que vous vouliez donner la permission, il n'a qu'une vocation, c'est d'être foutu dehors. Donc voilà, déjà tous les clandestins, ce qui fait beaucoup de monde. D'ailleurs, il faudrait en connaître le nombre, puisque comme leur nom l'indique, ce sont des clandestins, donc ils sont estimés souvent à la baisse, mais malheureusement, alors évidemment, leurs chiffres baissent, même s'il y en a de nouveaux qui arrivent constamment, puisque beaucoup aussi sont régularisés. Beaucoup aussi sont régularisés. Il faut en finir avec aussi le détournement du droit d'asile. Comme l'a dit Éric Zemmour, comme l'a dit Jean-Marie Le Pen, ça doit être quelque chose de très réduit, le droit d'asile. Déjà, en particulier, il doit bénéficier à des Européens, et ça doit être vraiment que des cas particuliers de militants politiques ou de personnes qui sont véritablement persécutées dans leur pays, et que là, il peut y avoir une exception. D'ailleurs, à l'origine, c'est ça le droit d'asile. Hein. Peut-être Scipion de Salles pourra nous en parler un petit peu, mais le droit d'asile, en fait, jusqu'à temps qu'il soit utilisé de manière très abusive pour permettre des milliers, des centaines de milliers d'étrangers de prétendre au droit d'asile, parce que maintenant le droit d'asile il est sexuel, il est climatique, il est économique, il ne s'embarrasse même plus de dire qu'il y a la guerre chez eux. On sait très bien qu'il y en a beaucoup qui viennent de certains pays qui ne sont pas en guerre, et ils utilisent voilà ce moyen. Donc le droit d'asile, il doit être réduit à ce qu'il était il y a 150 ans, c'est-à-dire quelques opposants politiques qui ne sont pas déjà, qui sont des amis de la France et qu'on accueille pour éviter qu'ils se fassent zigouiller dans leur pays. Il faut aussi en finir avec l'aberrant code de la nationalité qui a pour base le droit du sol, c'est-à-dire que toute personne qui naît en France, même de parents étrangers, a vocation à devenir française, et il peut demander la nationalité française à 13 ans, à 16 ans ou à 18 ans. Il y a trois possibilités. Rien qu'en la demandant, il devient français. Donc voilà, c'est totalement aberrant. Il faut rétablir la transmission de la nationalité par la filiation, ou autrement dit le droit du sang, et il faut aussi organiser une procédure accélérée d'échéance de la nationalité française pour un certain nombre d'individus qui d'ailleurs ne seraient pas apatrides, puisque énormément d'étrangers, enfin de binationaux, énormément d'afro-maghrébins ont la double nationalité, conservent leur deuxième nationalité. D'ailleurs, il y a même des pays, je crois que pour le Maroc, on ne peut même pas la perdre. C'est impossible de perdre sa nationalité marocaine, même si on est naturalisé français. Et donc voilà, tous ces gens bénéficient d'une autre nationalité. Et je pense que la majeure partie de ces gens doivent être déchus de la nationalité française. Il n'y aura qu'à créer une commission. Une commission, on va dire, du ministère de l'Intérieur qui sera chargée de vérifier l'intégration de ces personnes et de décider si oui ou non elles doivent être déchues de la nationalité française. Donc déjà, je pense que le simple
simple fait que d'observer le casier judiciaire doit pouvoir prouver votre attachement au pays d'accueil. Et bon, vu que pour beaucoup ils ont quand même des choses à se reprocher, et de toute manière même par rapport à la masse, par rapport à leur mode de vie, et déjà ne serait-ce que par rapport à leur intégration par le travail. Beaucoup ne travaillent pas, profitent des aides sociales et vivent bien grassement souvent de l'économie souterraine dans par exemple des micro-États islamo-mafieux comme la Seine-Saint-Denis, par exemple, qui vit, on dit que c'est le département le plus pauvre de France, mais c'est l'un des plus riches de France, grâce à l'économie souterraine, grâce au trafic de drogue, d'armes et d'autres choses en tout genre. Il y a évidemment, il y aura une nécessité de prendre des mesures d'exception, puisque par rapport à la masse d'immigrés, au danger que représente cette immigration, cette invasion migratoire, il y aura des mesures d'exception à prendre, en particulier vis-à-vis des étrangers les plus nocifs que sont les islamistes, qui représentent un danger mortel par leur installation et les risques de terrorisme en France, qui sont largement, complètement même liés à l'islamisme. D'ailleurs, on a eu la fin du procès de Salah Abdeslam et de quelques complices, et on a pu s'apercevoir de l'arsenal juridique dérisoire, ridicule, que peut opposer un pays comme la France à des terroristes qui veulent massacrer des civils au nom du djihad. On a pu voir qu'on est incapable d'avoir une réponse judiciaire on va dire cohérente, nécessaire face à ce type d'exaction, puisque sachez que si ils avaient lors de ce procès, ou si Salah Abdeslam avait par exemple mitraillé une quarantaine de personnes à la Kalachnikov, il n'aurait pas pu avoir plus des 30 ans incompressibles. Donc Salah Abdeslam, sûrement par lâcheté ou par, on va dire, par atavisme, n'a pas réussi à faire sauter sa ceinture d'explosifs. Mais s'il avait tiré à la Kalachnikov, il n'aurait pas écopé d'une peine plus importante. Donc voilà, il faut un arsenal juridique qui nous permet de nous débarrasser des islamistes qui ont pignon sur rue en France, et aussi un arsenal judiciaire qui permet de condamner à mort tant les terroristes que leurs complices. Et du coup, ils auraient peut-être un peu plus de mal à recruter. Mais bon, maintenant, en France, qu'est-ce qu'il y a de plus commun que de voir un arabe barbu en France? Non, maintenant c'est très commun. Donc voilà, ils sont comme des poissons dans l'eau, et il est très facile de monter une opération terroriste en France. D'ailleurs, on le voit dans les pays européens ethniquement homogènes, il n'y a pas d'attentat islamiste. En revanche, ça a toujours lieu dans des villes très cosmopolites, et dans des pays où l'immigration invasion est très très importante. Alors, je voudrais aborder aussi la possibilité d'une remigration volontaire, voilà, tout ça c'est une question de volonté politique. Il suffit de mettre en place les conditions nécessaires, en particulier concernant l'attribution des aides sociales, en particulier concernant la scolarisation, concernant les soins gratuits. À partir du moment où on supprime tout cela aux étrangers, la France sera beaucoup moins attractive, et les étrangers indésirables partiront d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas rester dans un pays qui ne leur donnera plus rien. À partir du moment où l'État prend ses responsabilités, enfin disons le gouvernement prend ses responsabilités et décide d'accorder l'exclusivité nationale pour les soins, pour la sécurité sociale, pour pour la scolarisation, pour l'ensemble des aides sociales, pour l'ensemble des aides au logement, pour les HLM, à partir de là, que voulez-vous que ces étrangers viennent en France? Ils iront voir si l'herbe est plus verte dans d'autres pays européens qui souhaitent, s'ils le veulent, moi je leur conseille de ne pas le faire. Mais voilà, je pense qu'à partir de ce moment-là, ils vont partir d'eux-mêmes.
beaucoup disent oui, de toute façon, ça n'arrivera jamais, on ne peut plus les foutre dehors, de toute façon, ce sera la guerre. Mais là, à partir du moment où il n'y a plus rien à bouffer, enfin, ils n'ont plus rien à gratter, et ben, ils vont s'en aller. Ces gens-là ne sont pas attachés à la France, ne sont pas attachés comme nous pouvons l'être. Il n'y a pas d'attachement charnel de ces gens à la France. Ils ont un attachement à ce qu'ils peuvent en retirer, mais ils ne souhaitent absolument pas vivre comme des Français. Et à partir du moment où ils n'auront plus la possibilité de vivre oisivement aux frais des contribuables français, eh bien, ils partiront d'eux-mêmes. On le voit qu'ils peuvent très vite repartir au bled. On l'a vu quand ils ont eu peur avec le Covid. Beaucoup sont partis, sont précipités dans les avions pour repartir au bled parce que ils s'imaginaient que là-bas, ils n'attraperaient pas le Covid ou je ne sais quoi. Enfin voilà, ils peuvent partir d'eux-mêmes très rapidement. Et ça, beaucoup ne veulent pas le prendre en compte. Et même des gens de chez nous qui nous disent sans arrêt, mais oui, mais ce sera pas possible. Voilà, des gens éternellement résignés qui disent de toute façon, bah oui, ils ont réussi à venir, mais ils peuvent tout à fait repartir, mais pas forcément sans qu'il y ait forcément beaucoup d'affrontements ou quoi que ce soit. Donc, il y ait en plus le simple message de faire voir que la France n'aide plus les étrangers, n'accueille plus les étrangers, ne leur réserve plus aucune prestation sociale. Déjà, ça va dissuader tous ceux qui veulent venir de venir. Ils viennent parce qu'ils y ont un intérêt. S'ils n'en avaient pas d'intérêt, ou si on médiatisait des charters qui repartaient en Afrique, voilà, on fait partir 100 charters en une semaine en Afrique, en médiatisant ça, eh bien ça va réduire considérablement l'arrivée ou la tentative d'immigration, qu'elle soit légale ou illégale en France. Rien que le fait que Donald Trump arrive au pouvoir aux États-Unis sans qu'il prenne aucune mesure, il y avait déjà les demandes d'immigration s'étaient fortement réduites pour aller aux États-Unis. Donc voilà, il y a un effet psychologique de l'arrivée de politiciens qui ont dans leur programme l'arrêt ou la restriction ou voire le retour au pays des étrangers indésirables, qui en fait va limiter l'immigration, on va dire future ou proche de la part de personnes qui comptaient se rendre dans ce pays. Donc je pense qu'il faut absolument pas être dans une résignation en disant que tout est foutu, mais encore faut-il en avoir la volonté politique. En tout cas, le Parti de la France l'a. Malheureusement, le Rassemblement national ne l'a pas, puisque ils avaient expliqué, voilà, que c'était une mesure que quand Éric Zemmour a parlé de ministère de la Remigration, Jordan Bardella en disant que c'était des mesures extrémistes qui étaient influencées par le Parti de la France. Alors c'est bien de nous donner une telle influence auprès d'Éric Zemmour, mais voilà, pour le Rassemblement national, la remigration, c'est quelque chose de terrible, d'horrible, qu'ils ne souhaitent surtout pas appliquer. Alors, il y a beau y avoir 89 députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, mais si c'est pour expliquer qu'il faut conserver l'immigration actuelle et qu'on va arriver à les assimiler à la République, bon voilà, ils ne valent pas mieux que l'ensemble des partis politiques du système. Mais ça, c'est un point essentiel. C'est bien pour ça que le Parti de la France a soutenu la candidature d'Éric Zemmour, puisque voilà, il proposait une solution totalement applicable à partir du moment où on en a la volonté et qui provoquera pas nécessairement de guerre civile totalement fantasmée tant par nos opposants politiques que par quelques personnes résignées qui n'ont pas la volonté de se battre pour retrouver une France française. Merci beaucoup Thomas Joly pour votre réponse. Et concernant Jordan Bardella, à la vue de son CV, je pense qu'il préfère accueillir les migrants que les renvoyer. Pour Scipion de Salm, j'aurais aimé savoir, parce que justement on explique que la remigration ce n'est pas quelque chose d'impossible, on voit les Français qui trouvent des excuses aux immigrés pour ne pas les renvoyer comme quoi c'est méchant. Je me pose la question, on l'entend parfois, les immigrés sont-elles les pauvres victimes de la mondialisation, comme on veut nous le faire croire? Non, non, pas du tout. C'est des profiteurs de la mondialisation. Puisque la mondialisation, c'est notamment des moyens techniques qui permettent des arrivées en masse comme jamais, et qui permettent aussi, comme l'a dit Thomas Joly, des retours en masse. Donc aujourd'hui, on pourrait en un an renvoyer 18 millions de personnes. Alors on pourra dire on va faire ça tranquillement sur plusieurs années, mais techniquement, il n'y a aucun problème.
Donc la mondialisation, c'est aussi la mondialisation de certains concepts destructeurs promus par l'ONU, l'Union européenne et tout ce qui est cour de justice européenne, que ça dépend de l'Union européenne ou que ce soit des institutions parallèles comme le Conseil de l'Europe. Je peux en dire un mot parce que c'est très important. Pour renvoyer la grande masse des immigrés qui n'ont rien à faire en France, il faut sortir du Conseil de l'Europe, hein, c'est aussi simple que ça, de la Cour européenne des droits de l'homme, enfin il y en a 3 ou 4 institutions judiciaires parallèles, il faut en sortir, c'est fondamental, et il suffit de dénoncer l'adhésion de la France. Hein. Donc là encore, c'est tout sauf impossible, il suffit d'un minimum de volonté politique. Mais on sait le drame, à l'automne 2021, Marine Le Pen y a renoncé. Donc quand bien même, si par absurde elle avait été élue, elle se lierait volontairement les mains pour ne pas expulser des populations qui n'ont strictement rien à faire en France. Donc l'Europe, c'est le seul continent au monde, et surtout l'Europe occidentale, à appliquer à la lettre les préconisations délirantes et de l'Union européenne et de l'ONU. Même un Français qui voudrait aller dans un pays pas super riche, comme le Brésil ou le Mexique, il y a des conditions strictes d'entrée. On ne peut pas débarquer comme ça de l'avion, il faut demander un visa plusieurs mois à l'avance, ou sinon, à Rio de Janeiro, ils vous renvoient dans le prochain avion pour la France. Comme quoi, les États dans le monde font respecter leur souveraineté et leur volonté nationale. Il y a juste une forme de perversion suicidaire en Europe et dans une moindre mesure, même si elle existe aussi, aux États-Unis et au Canada. Donc c'est une question de volonté politique et de revenir sur tous ces mauvais principes ou des bons principes totalement pervertis. Comme le droit d'asile, ça a été théorisé dans les années 1950 pour les réfugiés d'Europe de l'Est. Toute la moitié est de l'Europe, c'était des dictatures communistes. Et il y a eu, notamment après l'invasion des chars soviétiques en Hongrie en 1956, une vague de quelques milliers de réfugiés hongrois en France. Donc c'est pour dire une échelle, c'est seulement quelques milliers, et c'est des vrais réfugiés fuyant le communisme. Et s'ils étaient venus en France, c'est que souvent ils parlaient français. C'était la grande langue de culture dans toute l'Europe jusqu'aux années 1960, le français. Donc c'est un autre monde. Il faut resituer les choses historiquement. Quand on dit le droit d'asile, ça a servi jadis, oui, mais c'était question d'échelle, quelques milliers de personnes et des réfugiés authentiques d'Europe de l'Est, fuyant le communiste, et souvent des gens parfaitement assimilables et voulant s'assimiler, donc parlant français et partageant des traditions culturelles européennes. Quand on a des traditions culturelles qui viennent de mondes radicalement différents, soit du Maghreb, soit d'Afrique noire, c'est pas possible de s'assimiler, ou du moins pas possible de s'assimiler dans les grands nombres. Donc, comme disait Thomas Joly, c'est surtout de la volonté politique et c'est très possible. Disons juridiquement, il suffit simplement de changer les lois, de quitter les mauvaises institutions, même quitter l'ONU au besoin. Moi, ça ne me traumatiserait pas. La Suisse vit très bien en n'étant pas à l'ONU au sens strict. Donc, question de volonté, et même chose, une fois qu'il y a la volonté dans un sens, les pays qui refusent, on renvoie les délinquants étrangers multirécidivistes, les quelques cas, qui refusent qu'on les renvoie chez eux, ça arrive régulièrement, notamment avec les pays du Maghreb, eh bien, à partir du moment où ils sentiraient qu'il y aurait une vraie volonté française de les renvoyer, les choses se passeraient beaucoup mieux. Et on arrive aussi à la question de la coopération pour que les choses se passent bien. Pour le 10e du coût de l'immigration en France, soit plus de 130 milliards d'euros net, on pourrait verser quelques milliards aux pays d'accueil, ce qui pourrait être des sommes énormes chez eux pour que la remigration se passe le mieux possible dans les pays d'accueil. Merci beaucoup pour votre réponse. Et justement, ça me fait penser, Thomas Joly, est-ce que vous voulez aussi dire un mot sur cette question? Oui, juste une petite, une petite précision, si on peut dire, sur cette fameuse légende, en fait, de comment que les immigrés, en fait, sont des victimes de la politique d'immigration. Elles aussi, ils sont manipulés, et qu'en fait, il faut pas s'en prendre, surtout pas aux immigrés, qui sont des gens très bien, mais à la politique d'immigration et à ceux qui organisent la politique d'immigration. Alors évidemment,
ceux qui organisent une politique d'immigration, qu'elle soit contrôlée ou incontrôlée en France, ce sont des traîtres à la nation, des traîtres à la patrie, des traîtres du peuple français. On est bien d'accord. Mais l'immigré lui-même n'a pas à être, son comportement insupportable n'a pas à être excusé. Il y a clairement des populations, les populations afro-maghrébines, les populations orientales, ce sont invivables. Ils ont un comportement pour beaucoup. Alors évidemment, il y en a une minorité qui se comporte voilà de manière tout à fait digne et qui ne sont pas des délinquants, qui ne sont pas des criminels, mais d'une manière majoritaire, cette immigration, le comportement de ces gens-là est invivable. Voilà, une grosse mama africaine dans le métro qui vous indispose avec son odeur de cumin, ses gros cabas et qui téléphone en hurlant dans son téléphone en Wolof ou je ne sais quoi. Voilà, ce comportement est insupportable et on a le droit de trouver ça insupportable. On a le droit de dire qu'on ne veut plus ça, qu'on ne veut plus supporter ça le matin en allant au boulot, de voir se taper cette immigration visuelle, olfactive, dérangeante au plus haut point. C'est tout à fait normal que les Français de souche les plus lucides aient une certaine hostilité vis-à-vis de cette immigration qui est elle-même particulièrement hostile. Voilà, il y a une haine chez une majorité d'Afro-Maghrébins, une haine des Français, des Blancs. C'est ça, beaucoup de gens ne s'imaginent pas la haine que peuvent avoir ces populations vis-à-vis des Blancs. Et comment les anciens d'Algérie, ceux qui ont connu la guerre d'Algérie, ont pu s'apercevoir de ce que ces gens-là étaient capables de faire au moment où De Gaulle a trahi la France et a laissé le FLN commettre des exactions sur les civils, qu'ils soient français, qu'ils soient pieds noirs ou harkis. Donc voilà, il faut bien prendre en compte que l'immigré n'est pas cette pauvre petite victime des grands méchants capitalistes qui organisent pour baisser les salaires. Alors oui, certes, les premiers responsables sont bien sûr ceux qui organisent cette immigration, mais l'immigré en lui-même est responsable de lui-même. Personne ne le force. Il n'y a pas un agent du Mossad derrière chaque Mohamed qui va égorger un Français parce qu'il n'a pas voulu lui donner une cigarette. Et ça, ce sont des choses qui arrivent quasiment tous les jours. Donc il faut arrêter avec cette culpabilisation des nationaux, des nationalistes, en disant oui, vous en prenez pas aux bonnes personnes, les immigrés n'y sont pour rien, mais si, ils y sont pour quelque chose. Personne ne les force à commettre leurs actes de délinquance, d'agression, de violence. Personne ne les force. Et même s'ils sont arrivés, on va dire, en France par hasard, personne ne les force à avoir ce comportement de bête sauvage en France. Donc, il est tout à fait normal d'avoir un sentiment de rejet de ces populations. C'est même, je pense, un sentiment, ça va peut-être en choquer, évidemment, parce qu'il n'y a pas forcément que des gens du Parti de la France qui nous écoutent, mais c'est même un sentiment sain que d'avoir peur de ces populations et également à avoir une hostilité vis-à-vis de ces populations. La France n'a pas été bâtie par des hippies qui prenaient le vivre ensemble. Voilà, Charles Martel ne prenait pas le vivre ensemble. Charles Martel, il a foutu sur la gueule aux Arabes à Poitiers. Voilà, c'est comme ça qu'on bâtit un pays, qu'on protège un pays. Parce que si Charles Martel n'avait pas réussi à tuer ses ennemis, à renvoyer ses ennemis, à bouter ses ennemis hors de France, eh bien la France serait peut-être une colonie arabe comme a pu l'être le Maghreb auparavant. Donc voilà, il faut être tout à fait décomplexé vis-à-vis de ces populations dont nous ne voulons plus, qui ne sont pas assimilées, qui ne désirent pas l'être et qui ont une haine féroce vis-à-vis de nous. Merci Thomas Joly pour ce compliment. Et justement, Scipion de Salles me parlait de l'Union européenne et de la Cour de justice. Il me vient une idée, une question, Cristal, je ne sais pas si vous m'entendez, Cristal. L'Union européenne sanctionne régulièrement des pays comme la Pologne, par exemple, concernant l'immigration, parce que la Pologne n'accepte pas assez de migrants. Est-ce que l'Union européenne peut nous freiner à appliquer une politique de remigration massive, selon vous? Et comment l'immigration est encadrée en France? Alors, tout d'abord,
il est nécessaire, j'imagine, à cet égard, pour répondre de façon la plus exhaustive possible à une question aussi fort importante, de rappeler, comme le prévoit l'intitulé de cette question, quelques rappels juridiques tenant à l'applicabilité du droit de l'immigration en France. Donc, comme l'a justement rappelé Thomas Joly et Scipion de Salm, effectivement, dans la Constitution française, l'immigration est assurée depuis la Constitution montagnarde. Au début, l'immigration était pour uniquement des combattants de la liberté et effectivement ensuite pour des personnes de l'Europe de l'Est avec des éléments profitables pour arriver en France et donc une culture helléno-chrétienne qui peut être propice donc à une assimilation réussie. Euh, Effectivement, comme l'a rappelé Scipion de Salm, quitter l'ONU et l'Union européenne est un point de vue, est une opinion totalement salvatrice et totalement nécessaire pour appréhender une immigration zéro, la maîtrise de ses frontières et une véritable restructuration du droit de l'immigration en France. Parce que la politique, comme nous le savons, des instances supranationales précitées est une politique socialo-démocrate, immigrationniste et ultralibérale. Ça ne fait aucun doute. En France, donc, la preuve en est, c'est que le droit des étrangers est un droit essentiellement européen. La demande d'asile est régie par ce qu'on appelle le règlement Dublin. Ce règlement Dublin, il est applicable à tous les États membres de l'Union européenne, y compris à la Suisse, qui n'en est pas membre, le Danemark, le Royaume-Uni, qui n'est plus membre, l'Islande et la Norvège, qui ont signé par voie unilatérale, sans adhésion préalable à une instance supranationale. Les pays comme la France, l'Italie, la Hongrie, comme vous l'avez dit justement, la Pologne, sont soumis à un franchissement irrégulier des frontières de plus en plus massif, et plus d'ailleurs ces pays précités que les autres membres de l'Union européenne. Et pour cause, il y a beaucoup de dérogations aux demandes d'examen des demandes d'asile dans le règlement Dublin. Donc ce règlement Dublin qui est, comme tout traité supranational, avec, comme je l'ai rappelé lors de la précédente émission, un principe de primauté sur le droit national. Je me explique pour les personnes qui n'ont pu malheureusement suivre. Le principe de primauté du droit de l'Union sur le droit national prévoit expressément qu'en cas de légifération européenne, cette loi européenne, dira-t-on, cette norme européenne, s'applique de façon obligatoire avec une force normative, peu importe si une loi nationale interdit son application ou est à son encontre, ce qu'on appelle la primauté du droit de l'Union. Donc ce règlement Dublin, même si des pays comme la Pologne ou la Hongrie, qui sont des pays connus pour avoir une volonté importante de maîtrise des frontières, ne veulent pas se soumettre à l'application de ce règlement Dublin, ce règlement Dublin est, en vertu du principe de primauté, obligatoire. C'est d'ailleurs pourquoi la Hongrie et la Pologne sont régulièrement condamnées, c'est car ils ne veulent pas se soumettre à ce principe de primauté du droit de l'Union concernant notamment les politiques sécuritaires et immigrationnistes. Parce que ces pays-là ont une certaine conception de la souveraineté, plus proche d'une conception traditionnelle de l'Europe chrétienne que des pays déchristianisés ou des pays laïques comme la France ou des pays avec une religion de façade comme l'Allemagne. Donc, il est effectivement possible de condamner des pays qui ne veulent pas maîtriser totalement le droit de l'Union, qui ne veulent pas totalement l'appliquer. Il est possible de les condamner, même s'ils sont réputés États souverains. Parce que la souveraineté n'est pas une donnée importante pour cette Union européenne tentaculaire et ultralibérale qui veut mettre en exergue, mettre en lumière sa primauté supranationale à l'égard des réglementations constitutionnelles des États membres. Donc, je vais me concentrer pour répondre à la question qui m'a été posée sur deux points qui me semblent tout à fait élémentaires, d'autant plus que Thomas Joly les a rappelés, je souligne, avec une justesse juridique vraiment importante. En tant que juriste en droit public, je tiens tout de même à le souligner.
Donc, je me concentrerai sur la demande d'asile, donc, et le visa. Donc, pour qu'un État soit responsable d'un examen d'une telle demande, donc une demande d'asile, il faut normalement certaines circonstances pour qu'un État membre se déclare responsable d'une telle demande. Mais malheureusement, la remigration est toujours bloquée pour des personnes ne répondant pas à de telles conditions si l'État membre qui est normalement responsable du traitement de la demande d'asile est considéré, donc encore une fois par une instance supranationale, donc l'Union européenne, comme ayant, à l'égard de la personne qui demande l'asile, des possibilités de traitement inhumain et dégradant, donc sur ce demandeur d'asile, et cela, attention, tenez-vous bien, même sans condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire que l'Union européenne a un pouvoir unilatéral et contre-allegem, c'est-à-dire hors traité, de déclarer un État de façon unilatérale comme ne respectant pas les conditions de dignité humaine tenant à l'accueil d'un demandeur d'asile. Également, la remigration est bloquée, qui normalement, l'asile ne devrait pas être possible, hors conditions, et les personnes devraient remigrer. Sauf que ce n'est pas le cas également pour les demandeurs d'asile qui sont réputés à la charge d'une autre personne, comme les femmes enceintes. Thomas Joly a justement rappelé que les femmes enceintes et les enfants devaient être effectivement également sur la liste des personnes qui devraient faire l'objet d'une rémigration, et c'est tout à fait juste, parce que ces personnes-là disposent d'un passe-droit pour migrer librement dans les pays de l'Union européenne, tels que, exemple, les femmes avec des enfants en bas âge, les femmes enceintes, les personnes âgées et les étrangers réputés malades. Nous connaissons très bien le talent de simulateur digne du malade imaginaire de certains migrants qui profitent abusivement des ONG qui, bien souvent, sont complices de la dépense publique importante et des subventions importantes pour ces populations. Également, la remigration est bloquée dans la procédure de demande d'asile en raison de notre conception juridique européenne de la personne humaine. Une personne humaine dans l'Union européenne, c'est l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, doit avoir le droit à ce que l'on appelle un procès équitable. Je vous le dis peut-être l'article, il se peut qu'à un paragraphe près, ce ne soit pas le bon. Mais à mon avis, ce doit être le bon. Je connais très bien les traités européens. Et normalement, ce procès équitable rend possible une multiplicité, excusez-moi, de recours à chaque étage de la procédure de demande d'asile. Et souvent, ces recours aboutissent en faveur de l'immigré demandeur de la procédure. Et bien nombre d'avocats, dans leur début, sont avocats en droit des étrangers. Et d'ailleurs, sont également complices de telles possibilités pour les demandeurs d'asile. Et il est également possible de souligner que le traitement des demandeurs d'asile en France est très généreux, et beaucoup trop généreux. Comme Thomas Joly le rappelait justement, il faut rendre la France moins attractive pour des populations que je peux qualifier aisément et sans ambiguïté de parasites. Pourquoi ? Parce que ce traitement, dit-on, généreux des étrangers rend notamment pour les extra-européens la France attractive avec la possibilité de demandeurs d'asile accueillis par ce que l'on appelle la CADA, le centre d'accueil des demandeurs d'asile. Et si ce n'est pas le cas, il y a une prise en charge qui peut être effectuée par des juristes. Et si ce n'est encore pas le cas, une prise en charge disponible par des travailleurs sociaux. Donc on voit bien qu'à tous les étages, on pourrait dire de façon vulgaire que l'immigré peut être repêché pour être remis dans les mains de la loi pour permettre son immigration nocive, dira-t-on. Et ces dispositifs actuels, il ne vous est donc pas compliqué à l'égard de mes précédents arguments de voir qu'ils font obstacle à une remigration dans le sens où il y a des garanties trop importantes pour protéger ces demandeurs d'asile. Et comme je l'ai exprimé précédemment, l'Union européenne faisant donc son application de son principe de primauté nous a fait non pas la surprise, mais c'était une chose attendue en raison de sa direction immigrationniste, de l'application de ce que l'on appelle la directive accueil. Donc cette directive accueil, donc, qui est applicable dans notre ordre juridique interne français, garantit à toute personne un niveau de vie digne. On retrouve toujours ce principe de dignité humaine et de
droits de l'homme qui gangrènent la souveraineté nationale et qui gangrènent la latitude des États à pouvoir non seulement maîtriser leurs frontières et maîtriser leur législation concernant la personne humaine. Donc les droits de la personne humaine, on pourra parler également de la bioéthique, qui est un sujet éminemment actuel en raison des décisions de nos collègues états-uniens à l'égard de la disponibilité du corps humain dans la procédure d'IVG. Donc, cette idée de droit de l'homme et de traitement de vie digne par la directive accueil veut que l'on continue de repêcher les immigrés à tout niveau, comme rappelé précédemment, sans que ces derniers retournent dans leur pays d'accueil. Cependant, si un immigré demandeur d'asile extra-européen en majorité n'est pas hébergé par les dispositifs dérogatoires précités, le Code de l'action sociale et des familles y prévoit également un système de veille sociale et un hébergement d'urgence en cas d'indisponibilité de la CADA. Donc là, on voit clairement que tout est fait dans un droit qui se dit un droit ferme, le droit de l'Union se revendique en tant que tel, alors que nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas, pour ainsi dire, des lapins de 3 jours, que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de considérer que le droit de l'Union est un droit salvateur en raison de maîtrise des frontières, parce que l'immigré, même en indisponibilité de la CADA, même en indisponibilité de la veille sociale, même en indisponibilité de travailleurs sociaux et des juristes, peut encore être repêché pour être remis dans la légalité d'immigration par des dispositifs dérogatoires à la dérogation. Donc le droit de l'Union européenne est un tigre de papier, il ne fait peur à personne. Et les étrangers le savent. Et même quand un demandeur d'asile, donc comme le disait très justement Thomas Joly, est multirécidiviste, a commis un nombre incalculable d'infractions de tout genre, qu'elles soient disponibles dans l'infraction allant de la contravention jusqu'au crime, même si ce dernier est donc frappé par une OQTF, donc je traduis une obligation de quitter le territoire français, il peut encore demander le bénéfice d'un système dérogatoire avec des conditions particulières, ce qui est donc un non-sens total et un obstacle ostensible à la remigration. Et pour la partie de la demande d'asile, nous voyons clairement ici que la demande d'asile est une demande qui n'a aucun caractère conditionnel, parce que toutes les conditions peuvent être battues en brèche par des exceptions incalculables, et que donc la migration, même pour des personnes qui ne sont pas ressortissantes de l'UE, est quasiment obligatoire. La migration est quasiment obligatoirement acceptée par nos institutions se disant contrôler le flux migratoire alors qu'il n'en est rien. Maintenant, concernant le visa, il peut être de deux sortes, comme vous le savez, court ou long séjour. Et encore une fois, le caractère conditionnel de ce visa est complètement détruit par des conditions assouplies pour des citoyens qui résident dans l'Union. Sauf que vous allez me dire, et peut-être à juste titre pour nos auditeurs qui ne savent pas les subtilités juridiques de notre ordre interne, que effectivement, si c'est des résidents de l'État d'un État européen, il n'y a pas de problème à ce qu'il émigre vu qu'il est européen. Alors que non. Statistiquement, les personnes qui émigrent même à l'intérieur de l'Union européenne sont des citoyens que l'on appelle, et justement comme Jean-Marie Le Pen l'avait décrit, comme des citoyens de papier. Ce sont des citoyens qui ont le qualificatif de citoyen en vertu du droit de l'État donné, mais qui n'ont aucun caractère assimilationniste nécessaire pour pouvoir faire membre, faire part entière, faire fusion avec cet État. Donc, ces citoyens européens de papier ont donc des facilités pour faire immigrer d'autres personnes qui sont réparties dans d'autres États, notamment les conjoints. On retrouve ici l'idée sous-jacente du regroupement familial, les descendants directs de moins de 25 ans, les personnes à charge du demandeur d'asile, etc. Donc, on fait venir une personne, mais avec le laxisme social-démocrate et ultralibéral de l'Union, on fait venir 15 personnes. Et 15 personnes qui n'ont aucun lien, je dirais, de cœur et aucun lien filial avec l'État donné. Ce qui est ici quelque chose de totalement consternant pour toute personne ayant, bien sûr, la faculté d'avoir un esprit critique quelque peu développé, dira-t-on.
Pour obtenir un titre de séjour, donc il faut généralement un visa long séjour, mais encore une fois, la remigration n'est pas possible pour les personnes qui ne disposent pas de ce visa long séjour pour avoir le titre de séjour, avec des exceptions. Et ces exceptions, encore une fois, je fais écho à la justesse des propos de Scipion de Salme, ces exceptions qui sont issues effectivement de conventions supranationales et d'institutions internationales qui détruisent la souveraineté étatique. Et effectivement, il faudrait les quitter pour retrouver une réelle omnipotence sur notre capacité juridique, notre capacité souveraine de direction et de latitude de nos frontières. Donc, ces exceptions, elles sont disposées donc effectivement par des conventions internationales. Elles dispensent les étrangers qui ne répondent pas aux conditions nécessaires pour avoir un titre de séjour de production de visa. Et ces nombreuses exceptions, elles sont non seulement encadrées par le droit international, mais la France les a également mis dans son code juridique qui réglemente l'accueil des immigrés. C'est ce qu'on appelle le CESEDA. Donc, je vais citer quelques exceptions pour vous montrer un petit peu l'amplitude, dira-t-on, du laxisme et de la permissivité des institutions internationales pour gangréner l'Europe avec des populations parasites en les dispensant de respecter le droit positif en vigueur. Par exemple, les personnes qui font valoir un traitement inhumain de proxénétisme ou qui sont travailleurs temporaires, donc peut-être quelqu'un qui travaille quand ça lui chante, dira-t-on, ou quelqu'un qui a un visa vie privée familiale expiré, une personne stagiaire, une personne qui a un enfant scolarisé en France ou à l'étranger. Donc là, on voit encore que le lien symbolique entre la France et le demandeur de visa n'est qu'une fumisterie ostensible. Et je tiens également à souligner que les populations arabo-musulmanes sont prioritaires sur les autres en termes d'immigration au sein de l'Union européenne parce qu'elles ont le pouvoir de faire ce que l'on appelle des conventions bilatérales. Une convention bilatérale, c'est le fait de signer avec un État membre, donc la France en est le principal signataire, des conditions dérogatoires aux droits de l'Union pour pouvoir bénéficier d'avantages immigrationnistes. Par exemple, là, on peut se dispenser clairement d'une demande de visa si on a un enfant scolarisé en France ou à l'étranger et les Algériens, en raison de traités bilatéraux, n'ont pas à démontrer qu'ils entretiennent et qu'ils s'occupent de leur enfant légalement. Ils doivent juste démontrer qu'ils ont l'autorité parentale. Et l'autorité parentale, en vertu du droit algérien, tout comme en vertu du droit français, se fait automatiquement à la naissance de l'enfant. Donc même si le parent ne s'occupe pas de son enfant, effectivement, et qu'il l'a juste reconnu, il peut immigrer avec lui et tous les autres. Donc c'est totalement consternant. De même pour les mineurs qui sont arrivés en France à moins de 13 ans, avec un de leurs parents, avec bien sûr les Tunisiens qui, eux, sont exemptés d'une telle condition et qui peuvent rentrer, non pas avec leurs parents, mais avec un cousin ou un oncle, s'ils ont plus de 10 ans. Donc, on voit clairement ici que les exceptions règnent et que le droit commun, aussi laxiste soit-il, n'est pas appliqué effectivement. Et que donc l'immigration est un flot continu, une hémorragie qui ne peut pas être stoppée par le droit de l'Union européenne, qui est un droit dérogatoire finalement aux exceptions et un droit inapplicable et qui n'est pas un droit respecté par les populations indigènes qui veulent se rendre dans les États européens. Donc, on voit aussi la problématique des mariages blancs qui émergent de plus en plus en raison du droit. C'est que les Algériens ont des conditions également plus favorables que les autres dans la communauté de vie approuvée pour dire qu'effectivement ils peuvent émigrer en France. Ils ont des conditions assouplies en raison encore de conventions bilatérales. Donc c'est totalement consternant. Les procédures ordinaires sont totalement battues en brèche et l'exception règne et le nombre d'étrangers en France continue de s'accroître de façon pandémique, j'irais jusqu'à dire. C'est une vraie pandémie. Si ces exceptions donc n'existaient pas, vous voyez clairement que la remigration serait plus envisageable, mais toujours pour moi impossible, parce que même si les exceptions n'existaient pas,
le droit de l'Union européenne est un droit par nature ultralibéral et immigrationniste, qui favorise cette immigration même en dépit des exceptions. Donc il faut absolument quitter les instances de l'Union européenne pour retrouver la maîtrise de ses frontières, ou du moins les instances qui pratiquent une Europe politique et non une Europe économique. Les obstacles à leur immigration également, ils peuvent trouver leur source du fait que certaines obligations de quitter le territoire français sont tout bonnement interdites. Thomas Joly en avait explicité quelques-unes et très justement, avec des étrangers multirécidivistes, c'est également une vérité intransigeable. C'est également possible de refuser une OQTF. Je ne citerai que quelques exemples parce que bien évidemment, cet endroit du code du CESEDA ne fait pas exception à la règle. Toutes les conditions dérogatoires s'appliquent plus que le droit commun. Donc, par exemple, des personnes qui ont obtenu le statut de réfugié, alors que vous savez très bien que le statut de réfugié est également une fumisterie et qu'il est accessible quasiment de façon obligatoire pour toute personne voulant rentrer dans un pays européen. Par exemple, également pour les fameux mineurs isolés, qui sont en général des personnes qui ont falsifié leurs papiers ou qui n'ont même pas de papiers, ou qui tout simplement font preuve de complaisance de la part des autorités locales pour s'introduire dans la brèche déjà largement ouverte de l'immigration incontrôlée. Donc, si je devais résumer très clairement mon propos, effectivement, des pays courageux comme la Pologne, la Hongrie ou d'autres pays qui veulent avoir le bénéfice de leurs frontières, qui veulent avoir le bénéfice de leur souveraineté, sont librement condamnables en vertu du principe de primauté du droit européen et même font preuve de conditions de jour amende. Elles sont condamnées à verser une somme très importante chaque jour tant qu'elles n'appliquent pas les règles immigrationnistes. Donc elles sont prises, excusez-moi du peu, au collet. Et ces États-là, bien que courageux, s'ils veulent s'extraire de l'absence de maîtrise des frontières, doivent quitter l'Union, comme nous devrions le faire en empruntant la voie instigée par nos collègues britanniques. Et également, je conclurai de façon rapide et concise sur le fait que notre droit migratoire étant un droit en vertu du principe de primauté du droit de l'Union, un droit essentiellement européen et un droit dérogatoire à l'ordre juridique français, est un droit ultralibéral, social-démocrate et immigrationniste qui rend possible toutes ces dérives et cette hémorragie migratoire qui sévit dans toute l'Europe. Et que nous ne pouvons rien faire tant que nous ne quittons pas ces institutions, parce qu'un droit de migration est mis en œuvre par l'Union européenne, mais c'est un droit de façade, parce que les exceptions à chaque loi concernant l'immigration faite en Europe contient un nombre incalculable d'exceptions, et ces exceptions font en sorte de créer un véritable raz-de-marée migratoire dont on ne peut plus se débarrasser. Donc, je pense que ici, Scipion de Salm a raison. Nous pouvons, sans remords et sans culpabilité, énoncer la proposition suivante, qu'il serait fortement souhaitable pour retrouver une latitude complète de nos frontières, quitter ces instances supranationales qui gangrènent la souveraineté des États et veulent les fédéraliser dans un ensemble ultralibéral et immigrationniste. Merci beaucoup pour la réponse très complète et également effectivement la proportion de mariage blanc qui augmente. Le mariage blanc, mais le marié, lui, n'est rarement blanc. D'ailleurs, c'est souvent avec des personnes assez physiquement laides pour la marier. C'est peut-être ça le boulot dont les Français ne veulent pas. Scipion de Salm, on entend souvent que l'immigration coûte moins cher que ce qu'elle rapporte économiquement. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est une légende? Non, c'est plus qu'une légende, c'est un mensonge construit. Il n'y a qu'à voir les économistes de la France insoumise, ils ne savent pas compter. Donc, de toute façon générale, quoi qu'ils racontent, c'est n'importe quoi. Ils jonglent avec les centaines de milliards, c'est des comptes fantastiques. Donc, ils réussiraient à faire pire que Macron. C'est pas que je défende le moins du monde ce gouvernement détestable, mais ils réussiraient à faire pire. C'est des grands socialistes. Comme dans l'économie réelle, le socialisme ne marche pas. Dans l'économie imaginaire, on se balade avec des centaines de milliards qu'on redistribue dans tous les
croissance et tout va bien. Donc dans cette économie magique, hein, donc littéralement la pensée magique, que c'est ce qu'on souhaite, ce qu'on rêve aurait une réalité, on dit que l'immigration aurait un bilan très positif sur le plan économique. Hein, donc il balance des chiffres, ça va de 10 milliards pour les plus sérieux, entre guillemets, jusqu'à 40, voire 50 milliards de bénéfices nets de l'immigration selon eux. Et ben ça, c'est des mensonges dignes des statistiques soviétiques. Hein, c'est absolument énorme. Démonstration très simple, depuis le temps qu'on dit que l'immigration enrichit la France, on devrait être un des pays les plus riches du monde, hein, en concurrence avec le Qatar, qui a pourtant du gaz et peu d'habitants, si c'était vrai. Or, on constate au contraire, et ça on peut le voir, que l'immigration de masse appauvrit la France. Hein. C'est très net dans l'absolu, il n'y a qu'à se promener dans Paris, c'est de pire en pire, hein. C'est notamment de plus en plus l'Afrique, mais de plus en plus le bidonville africain, hein, dans le 18e ou 19e arrondissement, le long du périphérique, c'est très net, hein, et ça fait peur à nos amis étrangers, touristes qui veulent voir Paris, ils ont des fois des chocs considérables, hein. Ils se disent c'est vraiment une ville d'Afrique et une ville d'Afrique mal gérée, hein, parce que là-bas vous avez des quartiers très corrects, hein. Quand vous allez à Tunis ou à Marrakech, c'est pas le bidonville partout dans l'Afrique, oui, c'est dans la ville, hein, c'est vraiment l'Afrique mal gérée avec la calamiteuse Anne Hidalgo. Donc en fait, c'est des mensonges, hein, des mensonges purs et simples par des gens qui de toute façon ne savent pas compter. Donc pour faire simple, l'immigration nous coûte en coût net immédiat chaque année 130 milliards d'euros. Et ça s'aggrave, hein, ça s'aggrave toujours. Et pour parler de ce schéma, la génération comme la mienne, qui a été endoctrinée à l'école dans les années 80-90, on nous apprenait avec l'affiche de SOS Racisme, c'est Mohamed qui va payer la retraite de Maurice, mais pas du tout. Hein. C'est même Maurice qui, retraité à petite pension, a toujours des prélèvements sur sa pension pour subventionner le train de vie de Mohamed et sa nombreuse famille. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc l'immigration est une très mauvaise affaire pour la France, surtout qu'en plus c'est une immigration de peuplement et très peu qualifiée. On peut avoir le contraste avec des pays riches qui ont fait d'autres choix. Par exemple, c'est le Japon. Le Japon, c'est vraiment un pays riche. Et il a refusé pour l'essentiel l'immigration. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'immigrés au Japon, il y en a très peu, et ils ont fait en sorte de choisir des Asiatiques. Hein, ils le disent franchement, d'abord des Coréens quand la Corée était plus pauvre, puis des Philippins maintenant, donc ils en ont très peu, et pour rentrer au Japon, il faut vraiment avoir un contrat de travail très clair, et on n'a aucun droit de faire venir sa famille. Hein. Donc le Japon, de ce point de vue-là, pour l'instant, gère très bien la chose, et les Japonais veulent préserver leur identité japonaise, qui est unique, hein, parce que c'est un archipel, et ils ont parfaitement raison. Donc, retournons à l'argument facile, hein, on ne rêve pas d'avoir quelques affreuses dictatures fascistes, on veut simplement être un pays raisonnable et bien géré, comme par exemple le Japon, et même mieux gérés que le Japon parce que leurs comptes publics sont dans le rouge vif. Hein. Donc nous disons non, un pays bien géré, c'est un pays à immigration négative. C'est pas seulement l'immigration zéro qui voudrait dire qu'on garde les 18 millions qui sont là, c'est l'immigration négative ou remigration très nette. Et là, en effet, on pourrait même redresser nos finances publiques qui sont dans un état calamiteux. Donc à tout point de vue, pour la sécurité, pour l'avenir démographique et enfin pour nos finances publiques, il faut sortir de ce cercle vicieux d'une immigration de peuplement qui détruit totalement la France. Merci beaucoup Scipion de Salme pour votre réponse. Dernière question, puisque je vois qu'il est déjà 22h30, et pourtant on en a encore à dire sur le sujet. Je pense peut-être que le sujet bénéficiera d'une partie 2, qui sait, parce que il y a énormément de sujets à aborder concernant ce thème. Mais dernière question en tout cas pour ce soir. Thomas Joly, comme avec Salvini il y a quelques années, aujourd'hui le Royaume-Uni parle de remigration. Si nos voisins européens renvoient leurs migrants, est-ce que cela peut rendre favorable la remigration en France ?
Oui, je pense que ça peut susciter une saine émulation identitaire au sein des peuples européens. À partir du moment où un pays, je pense, d'Europe occidentale, voilà, qui se débarrasserait d'une grande partie de ces immigrés extra-européens, et en plus, si ça se passait, on va dire, sans heurts, sans émeutes, sans tout ce qui pourrait effrayer. Qui pourrait effrayer les Français, je pense que ce serait une possibilité pour que les politiques migratoires s'arrêtent dans les différents pays européens. Donc oui, c'est toujours bénéfique qu'un pays voisin d'une autre pratique une politique migratoire intelligente et identitaire. En revanche, voilà, en Italie, il y a eu un épisode Salvini qui n'a pas été suivi des faits. Et on voit que M. Salvini a quasiment tout trahi aujourd'hui. Boris Johnson entame également une politique soi-disant voilà pour lutter contre l'immigration clandestine puisqu'il propose là il y avait une proposition qui était faite de renvoyer les clandestins, les immigrés clandestins, les demandeurs d'asile au Rwanda. Il avait signé un accord avec le Rwanda de telle façon à ce qu'ils attendent au Rwanda en fait leur régularisation ou le refus de leur demande d'asile. Évidemment, la justice. Alors, je crois que c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a empêché l'envoi du premier avion vers le Rwanda. Bon, il me semble que il y a un projet de loi qui est en préparation pour éviter que la Cour européenne des droits de l'homme puisse. Alors voilà, il faut savoir que malgré le Brexit, le Royaume-Uni se soumet toujours à la Cour européenne des droits de l'homme. Hein. Faut pas oublier que le Brexit n'a pas entraîné la fin de la soumission à cette Cour supranationale qui n'a que pour objectif que de servir les intérêts cosmopolites contre les peuples autochtones. Mais comment voilà, il y a cette idée, mais c'est très 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 timide hein, de la part de Boris Johnson, qui est un mondialiste, qui est un cosmopolite. Voilà, le Royaume-Uni a quitté, a eu beau avoir quitté l'Europe, là. Je dirais pour tous les zombies asselinesques, c'est pas parce qu'il y a eu le Brexit que tout s'est arrangé en Angleterre, au Royaume-Uni. Non, à partir du moment où on ne change pas de politique nationale, de politique profonde, à partir du moment où on ne change pas les politiques, on a la même chose, qu'on soit au sein de l'Union européenne ou qu'on n'y soit plus. Le Royaume-Uni, en fait, a fait le choix de quitter l'Union européenne pour mieux être asservi par les États-Unis. Et ils n'ont absolument rien changé à leur politique migratoire. Pour l'instant, le Royaume-Uni n'est pas n'est pas moins touché que la France par l'immigration, par la submersion migratoire. Il n'y a qu'à voir une ville comme Londres, où d'ailleurs le maire est un musulman, quasiment un islamiste. Et certains quartiers de Londres sont totalement colonisés, comme peuvent l'être aussi certaines villes françaises. Mais voilà, il ne faut pas idéaliser le Brexit et idéaliser le Royaume-Uni. Ils ne mènent pas les politiques nécessaires pour ne pas se faire envahir, pour pas que leur peuple soit grand remplacé. Et d'ailleurs, n'oublions pas aussi qu'au Royaume-Uni, il y a une répression féroce de toute personne qui s'oppose à l'immigration, à l'invasion migratoire. Les partis politiques patriotes sont harcelés judiciairement, les militants pourchassés. C'est encore plus restrictif qu'en France, puisque quand vous êtes membre d'un parti politique classé à l'extrême droite, vous ne pouvez même pas entrer dans la fonction publique où vous en êtes même viré. Donc, ne surtout pas idéaliser le Royaume-Uni, qui n'est peut-être pas pire que la France, mais pas loin. Voilà. Donc, c'est certain que les différents pays européens qui auraient une politique de remigration entraînerait forcément les peuples voisins à voter, je pense, pour des partis politiques qui prônent cette remigration. En tout cas, c'est ce que je souhaite dans la plupart des pays européens, mais pour l'instant, autour de nous, c'est très timide, mis à part l'Europe de l'Est, mais qui, eux, déjà ne sont pas occupés par des millions d'immigrés extra-européens.
C'est-à-dire que nous, on n'est pas du tout en Europe de l'Est, ils se préservent de cette immigration mais elle n'est pas encore présente, tandis que chez nous, elle est déjà présente. Nous, on est déjà dans une phase, le processus est déjà très avancé en matière de colonisation migratoire. On est quand même sur pas un tiers, mais pas loin de la population qui est extra-européenne. Il y a qu'à voir les chiffres de la drépanocytose pour voir le nombre de naissances extra-européennes allogènes qu'il y a dans le pays, et c'est absolument effrayant. C'est-à-dire que la mise en minorité des Blancs dans un pays comme la France, elle est j'allais dire quelques décennies, mais même pas, peut-être sur 20 ans. Donc voilà, c'est la remigration est plus que jamais nécessaire pour un pays comme le nôtre. La remigration très nécessaire pour notre pays, nous sommes tous d'accord avec vous, il est certain. 22h33, comme quoi nous sommes très inspirés quand nous parlons d'immigration, c'est certain. Malheureusement, c'est la fin de la première partie. Nous passons à la seconde partie, donc je rappelle, c'est directement vous les auditeurs qui posez vos questions, qui posez la question à n'importe lequel des invités, ou même les trois si vous le souhaitez. Je vois qu'il y a JM qui lève la main. JM, je vous donne la parole. Il vous suffira d'appuyer sur le petit bouton bleu afin de la prendre et poser votre question. Je rappelle que tout ce qui doit être dit est soumis au coup de la loi, évidemment. Oui, bonjour. Moi, je pose la question à Thomas Joly directement. Je voudrais savoir comment se fait-il qu'un individu, on va dire, pour rester poli, comme Salah Abdeslam, qui vient d'écoper de 30 ans de pénalité incompressible, puisse encore en faire appel. Et quelle pourrait être la possibilité en droit français d'empêcher ce genre de choses? Merci. Alors effectivement, le droit français autorise les gens condamnés à faire appel. L'appel est possible, fait partie des règles juridiques. Et là, évidemment, Salah Abdeslam fait appel de la décision puisqu'il a été condamné à la peine maximale. Et il est certain qu'il va y avoir de nouveau un procès en appel qui va coûter une fortune, qui va traîner en longueur. Alors c'est certain que c'est quelque chose d'assez insupportable quand on voit déjà que cet ordure n'est condamné qu'à une peine qui lui permettra sûrement de sortir de prison et de pouvoir peut-être aller manger des frites à Molenbeek comme il pouvait le faire, parce que je voudrais juste rappeler, même si ça répond pas directement à votre question, que Salah Abdeslam en fait a fait une cavale relativement longue alors que c'était l'ennemi public numéro 1 et qu'en fait il était pas loin, il était juste à Molenbeek, protégé par l'ensemble de la population, et il a été prouvé après qu'il s'y est baladé de manière assez habituelle et qui allait même s'acheter des frites lui-même dans une friterie tenue évidemment par un coreligionnaire. Donc voilà, il faut savoir qu'un terroriste, l'ennemi public numéro 1 dans toute l'Europe, a pu se balader dans un quartier, dans une enclave arabo-musulmane, arabo-islamiste, où je pense que plusieurs centaines de personnes devaient savoir que c'était lui et qu'il s'y cachait. Donc évidemment, c'est totalement écœurant, et je pense aux parents des victimes du Bataclan du 13 novembre dans son ensemble, qui vont devoir resubir un procès. C'est quelque chose de très éprouvant quand vous avez perdu un proche. Je pense notamment à cet homme courageux qui est Patrick Jardin, qui lui n'a pas décidé de pardonner aux agresseurs, n'a pas décidé de refuser de faire d'amalgame, et qui est quelqu'un de particulièrement courageux, qui a d'ailleurs rejoint Éric Zemmour, qui a d'ailleurs rejoint Reconquête, et qui était candidat aux élections législatives.
Et et voilà, je pense à tous ces gens-là qui vont devoir revivre un procès et peut-être même subir l'humiliation d'une peine qui va être réduite pour Salah Abdeslam, car il n'est pas du tout certain que Salah Abdeslam ne s'en tire pas avec une réclusion criminelle. Alors c'est ça, je trouve absolument ridicule, c'est cette histoire de réclusion criminelle à perpétuité. Perpétuité, voilà, c'est un mot, les mots ont une signification, qui ne peut pas durer plus de 30 ans. Voilà, c'est comme si on vous proposait l'éternité de 30 ans ou l'éternité de 50 ans. Bah, l'éternité, la perpétuité, voilà, c'est ça, la perpétuité, c'est tout le temps, c'est jusqu'à ce que mort s'en suive. Et ben non, c'est en France le maximum qu'on puisse donner à une crapule comme Salah Abdeslam, c'est seulement 30 ans de prison. Et je voudrais remarquer aussi au niveau du procès de Salah Abdeslam et de ses complices que jamais n'a été fait au cours de ce procès, le procès de l'islamisme, qui est tout de même la cause première et principale de ces attentats meurtriers, puisque c'est au nom d'Allah, au nom du djihad, en tant que musulmans, en tant qu'islamistes, qu'ils ont commis ces massacres. Et à aucun moment dans ce procès, ça n'a été abordé. Il s'agissait bien sûr de ne pas faire d'amalgame avec 15 millions de nos compatriotes, puisque c'est à peu près, c'est ce qu'il doit y avoir en France. Hein. On nous dit quelques millions. Bon, j'exagère, peut-être pas 15 millions, mais peut-être il doit bien y avoir au moins 12 millions de musulmans en France. Et il fallait surtout pas faire d'amalgame avec nos compatriotes musulmans, parce que nous avons des compatriotes musulmans. En revanche, ce qui aurait été intéressant, c'est de faire une enquête auprès de la population musulmane en France sur ce qu'ils pensaient, voilà, des terroristes, de Salah Abdeslam, en particulier chez les plus jeunes. On peut voir une grande solidarité de la population afro-musulmane avec les terroristes les plus infâmes. Donc je vous comprends tout à fait, monsieur, que vous soyez choqué par le fait qu'il y a un procès en appel. En fait, ce genre de salopard ne mérite pas de procès, mais 12 balles dans la peau au nom de la France, à titre de réparation, si on peut réparer ces centaines de morts. Mais voilà, tout ce que méritent ces ordures, c'est d'être abattu, d'être pendu ou d'être guillotiné, peu importe, mais il faut débarrasser l'humanité de ces salopards pour qu'ils aillent brûler en enfer. Nous avons beaucoup de questions ce soir, JM, je reviendrai vers vous plus tard. On va faire passer la parole à Vincent Noyer qui, hop, il suffit d'appuyer sur le bouton et de vous exprimer. Bonjour à vous. Bah écoutez, j'ai une question à vous poser. On voit que la filière porcine est vraiment dans nos mauvais draps, si on peut en exprimer ainsi. Est-ce que le fait de l'islamisation, de l'immigration, n'y a-t-il pas une baisse de la consommation de viande porcine? On voit que la filière porcine est vraiment au plus bas. Il y a des agriculteurs qui se prennent la vie. Il y a vraiment des désastres humains. On parle d'écologie, mais la première écologie, c'est la paysannerie, hein, comme dirait Bainville. Donc, est-ce que l'islamisation est vraiment le vrai problème de la chute de la viande porcine, de la filière porcine? Vraiment, parce que on voit qu'ils bradent aussi le porc dans les supermarchés. Je vais souvent, il y a des bacs aujourd'hui de dernière minute. On voit beaucoup de viande de porc. Et très peu de viande de bœuf ou de poulet. Donc moi je me pose la question s'il n'y a pas un lien entre la baisse de la consommation de cette viande et l'islamisation. Merci beaucoup. La question est à quelqu'un en particulier ou peu importe l'invité? Peu importe, celui qui se sent inspiré. Voilà. Lequel de mes invités est le plus inspiré? Je me tourne vers vous. Je peux répondre très brièvement. Oui, ça a tout à fait un rapport. Surtout qu'en plus, les collectivités publiques servent de moins en moins de porc dans les cantines scolaires. C'est-à-dire que pour
pour plaire à une population musulmane revendicative, le porc effectivement n'est plus servi dans de nombreuses cantines scolaires, alors que c'est une viande qui fait partie de la gastronomie française et en plus qui ne coûte pas cher. Donc voilà, c'est tout à fait pour répondre à des revendications religieuses qui n'ont pas lieu d'être, en particulier des revendications islamiques. Et évidemment, la baisse de consommation de la viande de porc est tout à fait liée à la présence d'afro-musulmans. Merci pour la réponse, Thomas Joly. Donc je vais laisser la main à Gwendoline de Arojo, et après ce sera à Gary Isaac XXX. Donc Gwendoline, il suffit d'appuyer sur le petit bouton au milieu pour prendre la parole. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Nous t'entendons très bien, Gwendoline. Alors, je voulais juste revenir sur le ministère de l'Immigration que Thomas Joly a évoqué. On sait que 64% de la population française trouve qu'il y a trop d'immigration en France. Est-ce que vous pensez qu'Éric Zemmour a fait une erreur dans sa campagne en parlant de ministère de la Rémigration? N'a-t-il pas effrayé les Français? Alors non, bon, je vais répondre encore une fois, mais les deux autres invités peuvent compléter. Non, c'est pas absolument pas une erreur. Voilà, Éric Zemmour a dit dès le départ qu'il était sur un discours de vérité. Il ne veut pas cacher la vérité aux Français, et de toute manière, ceux qui ne parlent pas de remigration ne comptent pas l'appliquer. C'est-à-dire que Marine Le Pen, même élue, n'appliquera pas la remigration, elle n'a pas l'intention de le faire, et donc je ne vois pas comment accéder au pouvoir, et surtout comment se faire comprendre des Français en utilisant le langage des autres et en refusant d'aborder le point essentiel du combat nationaliste aujourd'hui, du combat identitaire dont dépend notre survie. Donc je crois qu'il a eu tout à fait raison de le faire, et c'est pas parce que les Français, une majorité de Français sont de sales pleutres qui sont incapables de comprendre quelle est la chose à faire pour leur propre survie qu'il faut adoucir le discours et ne pas aborder ce point essentiel. Alors c'est sûr qu'il aurait pu arrondir les angles, ne pas aborder les sujets qui fâchent, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui l'aurait distingué des autres? Donc je pense que c'était absolument... En fait, Éric Zemmour a eu une démarche, de franchise qui ne lui a absolument pas été bénéfique dans les urnes. Il n'en a pas du tout été récompensé. Mais je crois que sans Éric Zemmour, Marine Le Pen ne faisait pas forcément le même score. Il faut savoir que l'électorat, une grande partie de l'électorat de Marine Le Pen a voté pour elle, tout en étant d'accord avec les propos d'Éric Zemmour. Je pense que Éric Zemmour, par son discours, par ses propos, par son programme, a totalement décomplexé en fait un certain nombre de Français. Je pense en particulier au CSP+, les classes moyennes et supérieures, et je pense que c'est tout à fait salutaire. Plus de gens partagent nos idées, mieux c'est. Mais voilà, encore faut-il qu'ils partagent nos idées, qu'ils partagent une vision de droite nationale, radicale et non reniée, et non pas une sorte de gauchisme souverainiste vaguement patriote servi par Marine Le Pen. Donc non, Éric Zemmour n'a pas fait une erreur, mais malheureusement il n'a pas été récompensé dans les urnes de son audace et de son discours de vérité. Si je peux, en tant qu'animateur, c'est vrai, mais si je peux répondre moi-même à la question de Gwendoline, qui est fort intéressante, moi je pense que son erreur n'a pas été de parler du ministère de la Remigration, mais son erreur a été d'en parler beaucoup trop tard. Alors, donc on sait très bien qu'il a été aussi freiné par pas mal de personnes de son entourage, dont Sarah Knafo d'ailleurs, Antoine Diers également, ce qui fait qu'il n'a pas forcément pu en parler dès le début. Mais s'il avait en parlé dès le début, ça aurait été tout à fait clair, ça aurait été 6 mois avant les élections, donc ça n'aurait pas été nécessairement frais dans la tête des Français. Là, effectivement, 2 mois avant les élections, c'était encore très 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 frais dans l'esprit des Français et des votants. Les Français étant majoritairement un petit peu des candoles, bah effectivement, Éric Zemmour n'a pas été récompensé de sa franchise. Mais voilà, je pense que l'erreur se situe plutôt là, plutôt que sur le fait qu'il ait parlé de remigration directement. Du coup, je laisse la parole à Gary Isaac XXX. Hop, vous pouvez vous exprimer, Gary, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton bleu pour vous exprimer.
Le bouton bleu qui se situe au milieu de l'écran. Ah bah, je crains que Gary ait difficulté à ouvrir le micro. Si, en attendant que Gary y arrive, si quelqu'un d'autre a une question, n'hésitez absolument pas. Je vois qu'il est déjà d'ailleurs 22h47. L'émission a duré 22 heures. Ah, Aurel qui pose une question. Je vous donne la parole, Aurel. Concernant Gary, vous pourrez relever la main plus tard si vous êtes de retour. Aurel, je vous donne la parole. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Très bien. Donc j'avais une question par rapport à l'immigration européenne, puisqu'en France, d'après les chiffres que j'ai, l'immigration européenne représente à peu près 30% de l'immigration légale. Donc ça inclut pas l'immigration illégale. Je crois qu'avec l'immigration illégale, l'immigration en France, ça doit être quelque chose comme 400 000 personnes par an, si je me trompe pas. C'est cela. En Allemagne, l'immigration européenne, c'est 50% de l'immigration légale, donc beaucoup plus. Notamment une immigration d'Europe de l'Est qui est très importante en Allemagne. En Italie, une immigration roumaine très importante. Les Roumains sont la première communauté étrangère en Italie et ils font énormément d'enfants. La Roumanie est le pays qui a le taux de fertilité le plus élevé et les Roumains qui arrivent en Italie font remonter considérablement le taux de natalité des Italiens de souche. Donc je voulais savoir, d'après vous, pourquoi est-ce qu'on a une immigration européenne en France qui est si faible et comment est-ce qu'on pourrait faire pour l'augmenter, parce que je pense que vous avez pas grand-chose contre l'immigration européenne, qualifiée en plus la plupart du temps. Donc je merci beaucoup pour la question. Je vais peut-être poser la question à Cristal et à Scipion, si ça vous va. Si un de vous deux veut se lancer. Oui, Je peux répondre. Allez-y, Scipion. Alors, bon, tout d'abord, faut faire très attention et distinguer les Roms, qui sont en effet prolifiques, des Roumains ethniques qui le sont fort peu. Hein. C'est deux communautés différentes. Et en fait, toute l'Europe est déprimée démographiquement, y compris les Roumains ou les Albanais, qui jusqu'aux années 80 avaient beaucoup plus d'enfants que l'Europe de l'Ouest. Ils en sont à 1,5 enfants par femme. Hein. Donc pourquoi il y a aussi peu d'immigration des autres pays d'Europe? C'est que les autres pays d'Europe sont tous déprimés, au moins pour leur population ethnique. Hein. Quant aux immigrés comptabilisés comme venant d'Europe, maintenant il faut faire attention. Alors, ça peut être des deuxièmes générations, notamment d'Italie ou d'Espagne, qui se disent que finalement, sans trop travailler, on vit mieux en France qu'en Italie ou en Espagne. Hein. Et ça, c'est masqué par le biais statistique. Donc l'immigration européenne a été utile au XIXe siècle, c'est très bien intégré, mais les flux n'avaient rien à voir. Donc, comme j'ai dit dans une autre émission pour le PDF, quand il y avait 400 000 Italiens en France, Barès trouvait que c'était beaucoup trop et insupportable vers 1900. Or, là-dessus, le grand ancêtre s'est trompé. Finalement, les 400 000 Italiens, la moitié est repartie en Italie, ce qu'on a tendance à oublier de façon totalement volontaire, et les 200 000 restants se sont parfaitement assimilés dans le temps long. Donc oui, l'immigration européenne a été un modèle, mais c'est un modèle qui relève du passé. Les derniers arrivés en nombre, c'était les Portugais dans les années 1970. Et ça commence à faire 50 ans. Quoi. Donc c'est très vieux. Tous les pays européens ethniques sont déprimés démographiquement, y compris les rares exceptions comme l'Irlande. Hein. L'Irlande s'est déchristianisée extrêmement vite sur les 20 dernières années et la natalité a chuté aussi. Donc malheureusement, tous les pays européens, tous les peuples européens authentiques et tous les descendants de peuples européens. C'est ça qui est absolument dramatique, autant les Australiens blancs que les Afrikaners d'Afrique du Sud ou les blancs des États-Unis ou du Canada sont déprimés démographiquement et sont en train de se faire submerger démographiquement et remplacer. Donc c'est un vrai drame qui nous concerne directement en France, il n'y a qu'à l'observer, mais qui menace l'ensemble du monde blanc et culturellement européen. Pardon, excusez-moi, est-ce que Christelle veut rajouter quelque chose à cette réponse ou? Oh oui,
ce serait une jolie opportunité parce que la question est très intéressante. Eh bien, tout d'abord, je me souviens que notre auditeur nous avait demandé comment on pourrait augmenter notre immigration, entre guillemets, européenne et nos natalités. Eh bien, effectivement, nos populations en Occident, on pratique ce que l'on appelle une culture de la mort qui sévit malheureusement de façon très importante dans le cerveau des jeunes générations en principale cause, bien sûr, l'idéologie progressiste qui pousse nos jeunes à la vasectomie, qui les pousse à l'IVG, qui les pousse à pratiquer une forme d'eugénisme finalement. Et l'Occident blanc se meurt et se fait remplacer, comme justement Scipion l'a rappelé. Et pour augmenter notre taux de natalité, il faudrait faire en sorte de rendre, comme Thomas Joly l'a dit, la France moins attractive pour les populations dites invasives, dira-t-on. Et pour ce faire, effectivement, comme il l'a justement rappelé, appliquer des politiques sociales moins généreuses à leur égard, ou pas généreuses du tout, hein, pour mes propres termes, à éviter les termes policés, et ainsi pouvoir donner envie à nos jeunes de faire des enfants, parce que les statistiques derniers que j'ai regardées sur les causes de l'avortement sont principalement des causes tenant à un manque de moyens en termes de stabilité économique des ménages n'arrivant pas à joindre les deux bouts. Et je pense que la paupérisation des Blancs d'Europe, qui doivent subvenir par des politiques sociales trop généreuses à la vie, on dira, à la vie prospère des populations parasites, est une cause qui fait baisser notre natalité et qui renforce cette culture de la mort dans nos civilisations européennes blanches. Donc, les mesures que Thomas Joly a détaillées sont des mesures qui pourraient effectivement avoir un retentissement sur nos natalités, d'autant plus que, effectivement, l'immigration intra-européenne n'est pas, comme nous l'avons rappelé, un frein en tant que tel concernant l'immigration d'origine helléno-chrétienne, de culture assimilable, entre guillemets. Et effectivement, notre socialisme juridique renforce cette culture de la mort et les natalités baissent au profit de mariages mixtes également, de couples mixtes, qui sont de plus en plus impulsés par notre société de consommation également. Vous ne pouvez plus ouvrir un magazine, vous ne pouvez plus regarder la télévision, vous ne pouvez plus regarder votre ordinateur sans voir des séries, des films télévisés, des publicités montrant des couples mixtes et bien souvent dont la femme, qui est le symbole d'une Europe conquise, une petite femme frêle, blonde et blanche, avec un grand arabe ou un grand noir, qui montre une forme d'ethnomasochisme sous-jacent des instigateurs de telle campagne et qui renforce non seulement la culture de la mort de la civilisation chrétienne blanche, mais qui également crée dans les esprits, crée le germe d'une obligation au métissage et au multiculturalisme, causant la destruction de l'Europe traditionnelle. Donc, effectivement, les mesures proposées par le Parti de la France seraient des mesures qui seraient plus propices à faire en sorte que la natalité ressurgisse par divers leviers mis en œuvre afin de pouvoir retrouver un potentiel humain et un potentiel ethnique et puissant. Merci beaucoup. Thomas Joly, un petit mot à rajouter sur ce sujet? Après, on laissera la parole à Gary.
Oui, j'ajouterais juste pour répondre à l'auditeur que si il y a si peu d'Européens qui veulent venir en France, c'est aussi parce qu'ils ils fuient, ils ne veulent pas venir s'installer dans ce chaos racial qu'est devenu la France. En particulier ceux qui, pour premier contact avec la France ou par des visites touristiques, arrivent à Paris, voient une ville en fait magnifique, enfin, on va dire des bâtiments magnifiques, une architecture magnifique, et au milieu de ça, des ferles, des centaines de milliers d'Africains, de Maghrébins, et voilà, ils sont particulièrement choqués. Les touristes américains sont de plus en plus choqués, les touristes asiatiques aussi. Et il faut savoir qu'il y a une grosse baisse du tourisme, en particulier à Paris, du tourisme international, parce que quand ils arrivent là-dedans, ils hallucinent quoi. Eux, ils ont une vision, on va dire encore de la France comme elle pouvait l'être dans les années 50, les années 60, et quand ils arrivent dans cette espèce d'enfer cosmopolite, évidemment ils se disent mais où je suis tombé quoi. C'est pas la France c'est pas la France de carte postale. Donc après c'est tout à fait normal que des Européens sains d'esprit ne veuillent pas émigrer en France en voyant ce qui est devenu la France. Donc c'est une réaction logique et qu'ils préfèrent s'installer dans les pays européens qui sont encore à grande majorité blanche, où les autochtones sont encore majoritaires, plutôt que dans une France où la capitale, où la plupart des grandes villes sont colonisées par une immigration du tiers-monde, une immigration qui vient principalement d'Afrique et d'Afrique du Nord. Effectivement, il y a même en Asie des cartes qui sont distribuées pour montrer aux touristes les coins à éviter. Je vous fais pas un schéma, hein. Les coins à éviter, c'est les coins où il y a le moins de Français, si vous voyez ce que je veux dire. Et Gary Isaac XXX qui lève la main, j'espère que ça se passera mieux que tout à l'heure où on ne vous entendait point. Hop, vous pouvez appuyer sur le micro pour vous. Ah bah, hop, si vous appuyez sur le micro, normalement on peut vous entendre. C'est bon, merci beaucoup. J'ai une question très rapidement à poser à Thomas Joly. Est-ce que vous pensez vraiment que les Français veulent la remigration? Est-ce que vous pensez qu'ils sont vraiment sensibles à cette cause? Parce que j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un dire que Zemmour aurait dû en parler il y a 6 mois, etc. À titre personnel, je crois pas que ça aurait changé quoi que ce soit. Donc, est-ce que les Français sont suffisamment radicaux au sens politique du terme pour voter pour quelqu'un qui souhaite mettre en œuvre cette immigration? En fait, est-ce que le problème de la France, c'est pas finalement le peuple français lui-même, quoi? Et c'est une vraie question que je pose. Il y a pas d'ironie. Ah oui, c'est une très bonne question. Je suis tout à fait d'accord avec votre début d'analyse. C'est qu'en fait, on en est à un stade où il faut sauver notre peuple contre lui-même. Notre peuple n'a pas le courage de ne serait-ce que mettre un bulletin dans l'urne, dans l'isoloir. C'est-à-dire qu'en plus le vote n'est pas public. Donc effectivement, mais nous devons être une minorité agissante pour sauver la France, même contre son propre peuple qui est devenu trop décadent, trop lâche, trop pleutre pour lui-même se sauver. De toute manière, un peuple est sauvé, une civilisation est sauvée, peut être sauvée par une minorité agissante. C'est toujours une minorité déterminée, mais encore, voilà, la minorité ne doit pas être non plus marginale. Mais c'est souvent avec les plus lucides, mais sûrement pas avec la grande majorité de lâches qui ne veulent surtout pas s'engager dans un combat même politique. Hein. On parle même pas de combat guerrier, mais même politique, ils n'en sont pas capables. Alors que je suis persuadé que une grande majorité des Français préféraient vivre dans une France qui ne soit pas colonisée, préféraient pouvoir sortir dans la rue sans risquer de se faire égorger par une bande d'Afro-Maghrébins qui leur demandent une cigarette, puisque voilà, il y a certains dans certains quartiers ou à certaines heures en ville, voilà, les risques de se faire agresser sont exponentiels. Donc voilà, c'est sûr que tous ces Français lâches qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent seraient ravis, mais en fait, ce qu'ils voudraient, c'est que tout se passe, de manière la plus pour eux, qui ne s'investissent pas du tout dans ce redressement national.
Mais voilà, les Français qui ne veulent pas mourir ne doivent pas se soumettre au manque de volonté d'une majorité de nos compatriotes. D'ailleurs, c'est pour ça que nous continuons à nous battre politiquement et qu'il ne faut pas non plus désespérer de notre propre peuple et qu'il est tout à fait possible, je pense, d'en éveiller suffisamment pour éviter de nous enfoncer dans le chaos racial, économique, social, identitaire et tout ce qui va avec. Je pense qu'il ne faut jamais désespérer en politique. Les choses peuvent aller très vite. Il y a toujours des événements qui peuvent précipiter les choses, provoquer les choses. Il ne faut jamais souhaiter le pire à notre propre peuple, même si parfois on se dit qu'il le mérite. Mais voilà, notre propre peuple, la perte de notre propre peuple, c'est aussi notre perte à nous. Et moi, j'ai absolument pas envie, parce que mes compatriotes ne seront pas assez courageux, que mes enfants et mes petits-enfants vivent dans un coupe-gorge islamo-mafieux où les Français seront des dhimmis. Donc voilà pourquoi il faut continuer à se battre et ne jamais désespérer dans la possibilité d'une reconquête et d'un redressement national. Merci beaucoup pour votre réponse. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de questions en attente. L'émission a quand même duré 2 heures. Je vous remercie d'avoir été là jusque-là. En plus, le nombre de spectateurs est relativement constant. Je vous invite évidemment à parler de l'émission autour de vous. Le bouche à oreille aide énormément. Vous pouvez retrouver l'émission en rediffusion sur le canal Telegram du Parti de la France ainsi que sur YouTube. Je remercie mes 3 invités d'avoir été là. Et moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir et merci pour tout. Merci à vous.